Bon, par contre, c'est le numéro 10, là, ça va être comme je disais, le numéro de la majorité. La majorité, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La Les maturité, plutôt. victimes. La... Ça commence bien. Je Ah n'avais ouais. même pas trouvé mon mot. Ouais, Le numéro de la maturité. À tel point qu'on réfléchis. a reçu des courriers. Par la poste, Ah tu veux non, dire? oui, des sacs de jute de la poste. Par les PTT, tu veux Ah dire? non, non, des lettres de fans. Attendez, je lis parce que je vais. Salut, je t'ai kiffé des. Ah non, c'est du spam. Non, Bon, bah voilà, désolé. sur pénis. Non, ça c'est pas ça. Ah, attends, une autre. Coucou mon cher. Ah non, c'est un spam aussi. Bon bah voilà. En fait, c'est comme Mission Impossible, ça s'autodétruit au bout de 30 secondes. C'est ça. C'est le Tinder des fans en fait. I woke up this morning early just to see you go. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce numéro 10 de Monsieur Série and Friends, un numéro normal, donc pas un numéro spécial qu'on a eu pour la trêve, la série de la RTBF. Podcast qui d'ailleurs a bien marché alors que je m'y attendais pas tant que ça, vu que c'est quelque chose de très précis, de très central, hein, c'est la Belgique francophone, donc c'est vraiment tout petit. Et ben non, ça en 3-4 jours, voilà, on approche des 160 écoutes uniquement sur SoundCloud, ce qui est quand même largement raisonnable. Et d'ailleurs, ce soir sont diffusés les épisodes 7 et 8 de la série. Donc ça, c'est uniquement pour la Belgique, parce que quand on est en dehors de la Belgique, c'est difficile de le voir de façon légale. Donc je pense que ça, je vous en parle pas plus, vous l'avez pas vu, vous n'avez pas pu trouver de source, hein, bien sûr. On n'en parle pas. Absolument pas. Alors, ce soir, on devait être encore plus que la dernière fois, donc durer 5 heures. Ben non. Non, on en a perdu. Ils étaient sur les poteaux comme à Koh-Lanta et ils sont tombés dans l'eau. Donc on a La loi du perdu. plus fort. Oui, c'est ça. On a perdu Jérémy et Docteur Série, notre Jean-Pierre Coff des séries. Mais on a gardé avec nous Jeanne Moreau, alias Sarah, alias Jeanne Masse, je sais pas, enfin peu importe. Donc, Ça va faire plaisir à la personne qui m'a trouvé ce surnom il y a 10 ans, qui est exactement Jeanne Gitane. Jeanne pour Jeanne Moreau et Gitane pour les cigarettes. Et je lui ai d'ailleurs fait une dédicace sur Twitter sur le dernier épisode et ça lui a bien fait plaisir. Ah, bon, ben parfait, alors tant que ça fait plaisir aux gens, ça ne blesse personne, tout va bien. On a aussi avec nous Florian. Voilà, Lord of Noise, bonjour. Lord of Noise, voilà, j'étais en train de Bonsoir chercher à tous un et autre toutes. truc. Voilà, qui lui va peut-être essayer de défendre quelque chose en lui pissant dessus cette fois-ci, Oui, comme la dernière fois. Et on a une fidèle au poste qui jusque-là est toujours là. Je pense que dès que j'éteins les lampes, elle reste, elle bouge plus. Je fais partie du décor maintenant. C'est ça, c'est pas très gentil. Pour toi, hein, tu t'autocasses, c'est Elodie de lesérigraphe.com, Oui, bonjour. le site qui se fait des maladies tout seul le dimanche matin, qui perd sa page principale. Il est autodestructible en fait. Ah, c'est parfait ça. C'est C'est parfait. super pratique. C'est très pratique. Je devrais faire ça avec les articles. Les articles qui s'autodétruisent après 7 jours. Tu l'as pas lu, tant pis pour toi. Mais C'est un concept, je suis pas sûre que ce soit très payant. Mais... Non, mais ça, tu peux le faire uniquement quand t'es très connu. Oui. Voilà, sinon ça ne marche pas du tout. Alors, l'actualité a encore été très chargée cette semaine, à tel point que ça a été difficile de se mettre à jour avec les quelques pilotes qui sont arrivés, ou même avec les séries que l'on regarde habituellement. On va donc bien sûr parler de ça, parler de nos coups de cœur et coups de gueule. On va vous parler du superbe pilote de Hit the Floor que Sarah nous a imposé. Ah, vous avez tous kiffé, arrêtez. Merci, Sarah, merci. Ça déchire du boule. Non, je suis revenu C'est exprès, tout ce que j'avais à limite dire. revenu exprès pour ça en fait. J'espère bien. Ah bah oui, juste pour pouvoir dire que... Bon, on en parlera plus tard, parce que sinon on va déjà en parler maintenant.
Le quiz, qui cette fois-ci, ce sera encore moi. Donc je vais pas pouvoir choisir la série cette fois-ci. Par contre, cette fois-ci, on imposera un peu aux auditeurs de regarder l'épisode et d'en parler aussi pour qu'on puisse reprendre leurs avis dans le prochain numéro. Ça marchera peut-être pas, mais tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et je pense que c'est tout, il n'y aura pas de débat, parce que là, on risque de faire encore 3 heures, et on va essayer d'éviter ça. Bon. Bon, quant à l'actu, je pense que Sarah, toi, t'as dit que tu n'avais rien parce que tu as beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. J'ai pas eu trop le temps, surtout, de regarder ce qui se passait en termes ni de séries ni de films d'ailleurs. Aucune actu. La seule actu que j'ai chopée et qui ne... Je vais commencer et vous n'allez pas me sauter à la gorge. Qui, moi, me fait bien plaisir, c'est les actus sur la prochaine saison de Grey's Anatomy. Puis, je vous l'avais dit, je suis une grande fan de Grey's Anatomy. Oui, ça fait 12 ans que je perds du temps à regarder Grey's Anatomy et j'adore cette série. Et on commence à reparler des signatures de la saison prochaine. Grey's Anatomy qui est quand même très spécialiste pour tuer tous ses persos, toutes les 2-3 saisons. C'est ce que j'ai entendu aussi. Voilà, donc c'est un petit peu, ça m'ennuie un peu. Enfin, ça m'ennuie. J'en suis pas à pleurer, mais ça m'embête un peu quand même. Et voilà, ça commence à re-signer. J'ai pas plus d'infos que ça. Je sais juste que l'acteur qui joue Karev, Alex Karev, a re-signé. Moi, ça me fait plaisir parce que Karev, ça fait 12 ans que je le suis. J'ai grandi avec lui et ça aurait été quand même un grand vide dans ma vie. Ah, mais de ce que je vois autour de moi, niveau fan de la série, et ben voilà, ma copine en premier, c'est s'il n'y a plus Alex, il n'y a plus aucune raison de regarder la série quasiment. Et c'est assez, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai réfléchi à ça. Ces séries, il y a quand même quelques séries qui durent plus de 10 ans. Il y en a, déjà 10 ans, c'est pas mal. Là, ça sera la 12e saison. Et évidemment, quand je regarde, mais ta copine te dira certainement la même chose. Quand je regarde un épisode de Grey's Anatomy, je suis vachement affecté par le sujet de l'épisode. Et évidemment, je me fais charrier par mon entourage, ce que j'entends. Mais ça fait 12 ans, quoi. Ça fait 12 ans que je suis à la série, c'est vachement de temps, hein, en réalité. Ah, ça c'est clair, c'est très long dans une vie. Hein. À ma petite échelle. Et même si je... On est à 3 saisons d'égale urgence, en fait. C'est quand même fou, quand même. Et en y réfléchissant, je me dis que même si demain, ou la saison prochaine, le sujet de la série ne m'intéressait plus, ou que le jeu des acteurs ne m'intéressait plus, ou plus rien ne m'intéressait, je ne pourrais pas m'arrêter de regarder cette série. Parce que ça fait trop longtemps. Bien sûr, par habitude. Oui, il y a plein de séries comme ça où ça, avec les années, ça dépérit. Et par exemple, Castle, pour ma part, j'ai vraiment du mal. Personnellement, quand Buffy s'est arrêtée, ça a été un long deuil personnel. Ah oui. D'abord parce que c'est une très bonne série, personne ne remettra ça en compte, et que c'était 7 ans et que j'ai commencé ça, si mes souvenirs sont bons, ça a commencé dans 97. 17, voilà. J'étais encore au lycée, donc c'est quand même, j'ai suivi ça pendant toute ma période scolaire où j'avais un peu plus ou un peu moins de temps, j'en sais rien en réalité. Et puis 7 ans, c'est long à l'échelle d'une nana au lycée, quoi. C'est toute une vie. Et j'ai un peu cette impression avec Grey's, et j'aimerais que ça s'arrête jamais. Voilà. Voilà. Absolument aucune info dans cette. Mais pas du tout. Non, mais je pense que de toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin. Il y a plein de personnes qui reviennent, il y en a plein qui sont encore en attente un peu, mais bon, globalement, c'est signé à demi-mot, quoi. Avec une saison 13 qui ne risque pas d'être la dernière. Voilà, qui ne risque pas d'être la meilleure non plus. Mais non, parce que déjà, quand j'entends parler des derniers épisodes par ma copine, parfois elle est là vraiment, mais comment je peux suivre ce truc parfois? J'ai pas encore traversé la barrière de la honte. Moi, je pleure. Ah non, c'est plutôt dans le côté invraisemblable. Hein, donc, raconter un épisode avec quelqu'un qui était soigné en une journée alors qu'il faudrait des semaines, ça posait aucun problème. Mais bon. Et puis Meredith Grey a quand même des sœurs et des demi-sœurs et des demi-frères, des demi-parents, plus que certaines personnes, et tout le monde meurt. C'est aucun problème.
Bah Vous oui, faites du à force d'avoir des demi quelque chose, forcément, on Ouais. peut pas vivre complètement. Non. Mais voilà. Donc Bon. voilà, c'était ma news. C'est la seule que j'ai eu le temps de voir passer. Ah bah voilà, Et, c'est très j'ai bien. rien regardé de nouveau. Sinon, enfin, j'ai pas trop de choses intéressantes à dire. Sinon, donc je vais vous laisser la parole. Voilà, après une demi-heure de rien, ou presque, Exactement. je vais donner la parole à Florian, qui, je pense, lui, a un peu plus. Ouais, j'ai Non. un peu plus. Je peux passer mon tour et éventuellement que vous parliez un peu de, enfin, Elodie ou quelqu'un d'autre. D'accord, parce que tu t'as besoin de plus de temps. Ouais. Ok. Bon, bah je vais On donner la va- parole à Elodie directement. Alors. Eh ben moi, je vais faire une chose que je fais jamais, c'est Tu- je vais vous parler d'une série française. Ah. Mais je sais laquelle et c'est très bien. C'est-à-dire que en tout et pour tout, en ce moment, en série française, je dois en regarder 2 ou 3. Mhm. Et quand on dit 2 ou 3, c'est de toute façon, c'est une saison tous les 5 ans, donc ça fait vraiment très peu. Et il en faut vraiment beaucoup pour qu'une série française attire mon regard. Et là, je Oh. parlais de Canal+, qui va arriver le 1er avril avec Section Alors, 0. je te coupe tout de suite. La scénariste m'a reprise sur Twitter il y a peu. C'est le 4 avril. Pardon, le 4 avril Ah. alors. Oui, je me suis fait reprendre et j'étais bon, pas ok. Ah, mais D'accord. Amen. je te rassure de suite, moi-même je ne le savais pas en fait parce que les programmes de Canal+ pour la première semaine d'avril sont toujours pas publiés, donc elle t'a un peu donné une exclue parce que j'ai pas vu la date de diffusion précisée, donc c'est Ben cool que ce voilà. soit le 4 avril. Voilà, ben c'est ça. J'ai dû changer mon article, mais donc l'article en question, c'est sûr. Je te laisse la parole. Alors, Section 0, pour revenir un petit peu à ce que ça va raconter, donc c'est, on va dire, une série plutôt de science-fiction qui se situera en 2024 et on va être dans un monde où les multinationales ont pris le pouvoir. Et parmi toutes ces entreprises, il y en a une qui s'appelle Prométhée et qui veut remplacer la police par une milice privée qui serait constituée d'hommes robotisés. Donc, c'est un Donc, documentaire, ça. Voilà, tout à fait, c'est un film d'anticipation. Voilà. Et donc, nous aurons notre personnage principal qui s'appellera Sirius. Et ce sera un flic qui va se battre contre cette pseudo-dictature. Et il va monter une équipe qui s'appellera, je vous laisse deviner, la Section 0. Merci de suivre. J'allais dire section d'assaut, mais ça n'a rien à voir. Oh. J'aurais moins regardé. Ah, là, tout de suite, on regarde beaucoup moins. Hein. Voilà, donc la série elle est portée par Olivier Marchal et aussi par Luc Besson. Oui. Donc on prend le meilleur des deux, Marchal pour le côté polar et Besson pour le côté SF. On garde le meilleur et j'espère que ça va donner une très bonne série. On a vu un teaser qui est sorti, qui est passé sur Il est Canal+. très, très classe. Il est très classe, mais il montre pas grand-chose. Non, il montre rien, mais il est très beau. Voilà, tout en ralenti et en coup de feu. Oui. Et voilà, j'ai hâte de voir ça et c'est assez rare quand même que je sois attirée par une série française. Bon, Canal+ a l'habitude quand même de sortir des créations Oui. originales de qualité. Il y a quand même pas mal de choses ces derniers temps, surtout avec le Baron Noir, par exemple. Oui. Comme ça, pour ne citer que le plus récent. Et Mais tu m'as c'était fait- quelque chose, les précédentes séries de Olivier Marchal, c'était quelque chose que t'avais vu, que t'avais apprécié. Alors parle les de- séries, de je ne Braco, connais pas trop. Police District à l'époque sur M6, Braco pour Canal+, au moins la première saison. Ouais, Braco, oui, j'avais Oui. Ok. en fait. Mais j'adore, c'est un univers super sombre avec un certain côté très réaliste et très cru. J'avais beaucoup aimé. Par contre, tu m'as fait peur quand ça dit et Besson pour le côté SF. Et alors moi, je me suis dit, putain, il va dire SM. Ça aurait pu, mais non. J'ai une image de Luc Besson avec des chaînes. Enfin, c'était affreux. Alors que tout le monde se tient très bien depuis le début du podcast, il faudrait rester dans cette optique. Oui, voilà. Personne Pour n'a une dit de fois. gros mots. Non. Pourquoi Luc Besson, c'est un gros mot? Ça peut si tu penses à la série Taxi. La série Taxi et... Taxi Brooklyn, ouais. Ouais, Oui, voilà, en plus. Et Taken qui arrive bientôt. voilà. Donc voilà, tu Pas sûr, l'attends, pas sûr on que n'a rien Taken. vu, mais tu l'attends. Oui, très Ouais, c'est- impatiemment. Mais oui, mais pareil, ça peut être très très bien, si c'est très bien fait, si c'est aussi classe niveau image que ce que le teaser laisse paraître, mais bon, ce n'est qu'un teaser, ça ne veut absolument rien dire, si ça tombe, on va se retrouver avec Mimi Mati qui est une flic, et on ne le sait pas. Voilà, je dis juste ça. Ça serait un super concept. Voilà, Mimi On l'a Mati. déjà vu en R2D2 pendant les enfoirés, tout est possible. Oh là là. C'était pas un montage ce truc alors. Je sais pas, Oh là là là. Comment c'est c'était pas un triste. hologramme en tout cas.
Oh, comment c'est triste. Ouh là là. Bref, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as retenues ou c'était seulement ça? Non, seulement ça. Après, c'était surtout des pilotes, mais j'en parlerai en coup de cœur. Ah, en plus. Bon, moi de mon côté, j'ai retenu beaucoup de trucs, beaucoup de trucs, mais qui vont être très courts. Et, notamment, il y a une série, il y a un projet de série qui m'attire depuis un moment parce que c'est un hybride entre jeu télé et série sur les coulisses d'un jeu qui s'appelle Crunch Time. Bien vu. Voilà, et bon, depuis qu'on m'a dit que c'était possiblement Craig Ferguson, donc qui était présentateur du Late Late Show il y a quelques années sur CBS, qui était donc en tête d'affiche, ben là tout de suite je me suis dit ah ouais, c'est encore plus intéressant que ce que je pensais. Exactement, j'ai eu la même réaction. Parce que ce gars-là, je le trouvais mais juste génial. Je regarde beaucoup de Late Show, mais lui, c'est vraiment un truc que je trouvais absolument fou, mais vraiment très 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 fou. Et là, je me dis s'il est aussi bon, aussi un peu dans la dualité comme ça, dans le côté, je fais un jeu télé qui est apparemment un vrai jeu avec de vrais participants, et qu'en même temps les coulisses, en fait, ce sont des coulisses scriptées. J'ai franchement envie de voir ça. Ça peut être une catastrophe, ça peut être super nul, mais ça peut être vachement bien si c'est bien géré. Et Crunch Time, ça fait un bon moment que je le suis du coin de l'œil, et là, plus ça avance, plus je le sens bien, ce truc-là. Enfin, bon, apparemment, Florian, toi aussi, t'as l'air de suivre un peu ce truc-là. Je sais pas si... Et surtout parce que, enfin, je voyais pas, enfin, je savais l'existence du projet, mais Ferguson n'avait pas encore casté. La news est tombée, je crois, mercredi ou jeudi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout fait la connexion, et je pensais que Craig Ferguson serait occupé à d'autres choses, parce que là, actuellement, Craig Ferguson, en fait, c'est un Écossais qui est très très énergique, qui est qui s'est fait connaître donc avec le Late Late Show de CBS. Et il y a aussi de l'expérience, en fait, pour la petite histoire, dans l'animation de jeux de télé, parce que en fait il a fait quelques remplacements de Drew Carey pour la version américaine du Juste Prix, parce que oui, le Juste Prix existe encore aux États-Unis. Oui. Et il y a aussi un jeu qui, enfin, depuis qu'il a arrêté le Late Late Show, il a fait aussi tenté de vendre aussi un jeu télé qui a pas trop marché. Et là, actuellement, il fait un talk show que je n'ai toujours pas vu, mais que je meurs d'envie de voir, qui s'appelle Join or Die, et qui est le premier talk show de History Channel, donc la chaîne Histoire américaine. C'est pour dire un tout petit peu la versatilité du mec. Et là, le fait que il se retrouve en hôte, en présentateur de jeu totalement excentrique, je pense que c'est un rôle qui lui sied comme un gant. Et pour le coup, avec la sitcom de Ted Danson et Kristen Bell, produite par Mike Schur, dont je me souviens plus du nom, je pense que c'est vraiment le deuxième projet de NBC qui, je pense, qui m'intéresse le plus pour la saison prochaine. Donc, sachant que le premier a déjà été commandé en série, je pense que ouais, Crunch Time peut vraiment donner quelque chose de très bien. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un potentiel très fort dans cette série, surtout au niveau originalité. Après, le côté scripté dans les coulisses, bon, ça va faire un peu, voilà, The Office, ce genre de choses. Dirty Rock, ouais. Voilà, mais moi, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Le côté coulisses de la télé, c'est un sujet qui me plaît. Alors, si en plus ça, c'est une comédie et que derrière, on nous promet un truc un peu potentiellement un peu déjanté. Bon, c'est sur ABC. C'est NBC. NBC. Sur NBC. Donc NBC, ça peut être déjanté, mais ça peut être aussi très gentillet. Donc voilà, j'y prends des pincettes, mais j'ai vraiment envie d'y croire. Bon, la dernière fois que Craig Ferguson était dans un projet de pilote, c'était King of 7B, c'était sur ABC. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait la confusion. Le projet, il a jamais vu le jour du tout. Ouais, mais ça c'est le jeu, hein, en même temps. Donc, mais je me dis, bon, peut-être qu'il n'y a pas de chance du côté comédie et côté acteur, parce que là c'est un peu les deux, hein, c'est côté acteur et présentateur. Donc, je demande de au moins voir le pilote, au moins. Et aussi, ce qui serait éventuellement super cool, c'est que NBC fait beaucoup d'épisodes live avec leur série Undateable. Ce qui serait vraiment cool, c'est que voilà, Crunch Time soit commandé et qu'il y ait un maximum de choses qui soient faites en live, donc avec le jeu télé en live, et à côté énormément d'impro. Je pense que ça pourrait donner quelque chose de totalement sans filet, qui serait vraiment excellent. Parce que si on sait quelque chose de Craig Ferguson avec les 10 ans qu'il a passé au Late Late Show, c'est que le mec est
le mec déjà c'est une flèche, c'est une flèche en termes de répartie, et il est excellent en impro. Oui, voilà, donc faut juste espérer que oui, le côté live, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que ce serait encore mieux, enfin potentiellement mieux d'avoir un petit côté improvisé dans tout ce qui est scripté. Mais on verra. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir Craig Ferguson dans un rôle, de me faire rire, on va dire devant ma télé pour faire genre dans les années 80, parce que on n'est jamais devant sa télé réellement. Mais je sais pas si Elodie ou même Sarah, vous étiez au courant de ce projet-là, ou vous le regardiez ou pas du tout. Bah, j'ai vu passer l'info. Après, on peut pas dire que ce soit pas original parce que pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment trouvé un concept. Mais c'est vrai que c'est très dangereux parce que tu peux. Du coup, ça fait deux univers partagés. Tu peux avoir d'un côté le show qui est bien et le live, enfin et le côté scripté mauvais ou l'un ou l'autre. Et ça peut donner un show bancal, mais c'est vrai je pense qu'il est entre de bonnes mains. Et c'est vrai que moi non plus, j'avais pas pensé au côté live, mais du coup, oui, je pense que ça apporterait une touche d'originalité et ça peut partir très loin, je pense. Et toi, Sarah, quelque chose à ajouter là-dessus ou pas Moi, du tout? j'apprécie toujours beaucoup les séries et aussi les films qui parlent des coulisses de la télé. Mhm. Je pense notamment à The Newsroom, qui était une Ah, mais excellente c'est série. génial. Ouais. Pour avoir, comme je vous l'avais dit, pour avoir longtemps bossé en télévision, j'ai trouvé c'était une série d'une très grande justesse. Et si c'est bien fait, effectivement, c'est très intéressant. C'est souvent hypnotique pour les gens qui connaissent pas. Je pense aussi à Unreal d'ailleurs, Oui. sur le même sujet. Et voilà, si c'est bien fait, c'est quand même c'est quand même un sujet de qualité. Moi, une fois encore, moi je connais, mais pour les gens qui connaissent pas, c'est bien aussi d'expliquer au public la manière dont la télévision et les productions et tous les gens qui sont derrière l'écran comment ils peuvent manipuler une audience et un audimat et des téléspectateurs. Et c'est vraiment un super sujet. Donc vous m'avez très bien vendu la série. J'espère que ça va bien prendre. Je l'espère tout autant que quand on voit le nom de la personne derrière la création, c'est Betsy Thomas. Et Betsy Thomas, dans son portfolio, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment fonctionné. À part My Boys qui a bien fonctionné, il y a eu Whitney qui a eu deux saisons. J'aimais beaucoup cette série-là, mais ça a pas marché. Guys with Kids qui a vraiment été très vite annulé. Enfin voilà, et Bad Judge qui a même pas eu qui a eu le pilote et c'est tout. Donc on est quand même devant quelque chose qui est potentiellement bon, mais avec quelqu'un derrière qui a pas eu beaucoup de chance jusque-là niveau succès et qui est, je crois que globalement c'était à chaque fois sur NBC aussi, sur une chaîne qui a quand même beaucoup de difficultés aussi avec ses comédies. Hein. On le voit bien avec Telenovela et donc Superstore. Voilà, il y a des bonnes comédies, il y en a qui sont moins bonnes. C'est une chaîne qui galère, donc il faut juste espérer qu'elle va trouver un nouveau souffle avec ce genre de projet. Donc à voir, à mettre sous le côté avec un petit épingle. Ce que j'ai retenu aussi là-dedans, moi, je sais pas pourquoi, c'est maladif, hein, mais je n'aime pas le côté reboot. Je suis le premier à cracher dessus, mais je suis de très près le reboot de L'Arme Fatale. Je sais pas pourquoi. Ça va être pourri. Bah ouais, ça va être pourri de chez pourri, ouais. C'est tellement pourri, mais je suis vraiment très attentiste, mais moi j'attends pas du tout la série. Je suis à peu près piqué en intérêt. Le seul remake télé qui a à peu près mon attention, c'est le remake de Training Day avec Bill Paxton qui est à venir pour CBS. Ça pour le coup, je pense que voilà, il y a potentiellement moyen de faire de pas mal. Après voilà. C'est Marlon Wayans qui a fait le reboot de L'Arme Fatale en fait, enfin qui a été casté dans le. Non, c'est pas Marlon Wayans du tout, c'est Damon Wayans. C'est Damon Senior, Wayans, d'accord, pardon. Senior, enfin c'est celui qui était dans. Senior, d'accord. C'était avec ses filles, je sais plus le nom de la série, c'était une sitcom qui était pas extraordinaire. Mais je sais pas, j'aime beaucoup les films. L'Arme Fatale, c'est quelque chose qui a, voilà, avec Die Hard, ça fait partie de ma culture, le côté avec la musique, la dynamique de duo. Derrière, il y a Matt Miller qui chapeaute le tout.
ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, mais faudrait pouvoir réussir à enlever l'image de c'est l'arme fatale comme on l'avait avec Mel Gibson. C'est autre chose qui reprend ça. Je pense que si la série portait un autre nom, déjà je serais moins attentif dessus, mais je serais moins aussi critique sur le fait qu'elle existe. Alors que disons que la comédie policière, façon arme fatale, c'est quelque chose qui a été énormément fait en série télé depuis. Donc après, il faut vraiment trouver quelque chose qui soit, qui arrive à faire frais. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas 36 chemins. Il va falloir vraiment que ça fonctionne avec les deux leads et que ça fonctionne aussi si ça marche pas entre deux, ça marchera pas par semaine, quoi. Ouais, il faudra espérer qu'il y ait un petit personnage comme Léo Gates, il pouvait y avoir un petit élément perturbateur. Là, si j'en attends quelque chose, entre guillemets, de voir ce que ça pourrait donner, c'est que je me dis qu'en ce moment, tout ce qui est policier est très souvent très sombre, très dans le côté réaliste, rien ne va bien, et le côté un peu léger, humour, je pense que ça fait du bien aussi d'en avoir. Comme par exemple Limitless, qui est un petit bijou, qui est sous-estimé. Mais voilà, je trouve que ça, dans tout ce qu'on a, dans les trucs qui se prennent un peu trop au sérieux, si on peut avoir un truc qui se prend pas du tout au sérieux, mais qui s'éclate, et que les gens qui le font s'éclatent aussi, ça pourrait être sympa. Moi, j'ai peur que ça fasse comme pour Minority Report, qui a pris le nom juste pour faire venir le chaland, et finalement va s'en éloigner complètement. C'est l'autre risque, effectivement. Ouais. C'est ça, c'est soit on tombe sur un truc qui va être juste sympa, soit une catastrophe, soit une surprise. On est vraiment c'est la série de Schrödinger, quoi. Elle est en même temps morte et pas morte, on sait pas. C'est un peu ça. Mais c'est vraiment, cette série-là, je sais pas pourquoi, mais dès que je vois une information, je regarde et je lis attentivement et sans pourtant me moquer, quoi. Par contre, pour le Tic, le retour de The Tic. Alors ça. Là, il y a de quoi se moquer parce que déjà qu'à l'époque, la série animée c'était drôle, mais ça n'a pas été très très long. La série live action, live, elle était juste catastrophique. C'est devenu culte parce que c'était super kitsch. Parce que c'est catastrophique. Mais pourquoi on a été rechercher ça? Il fallait quelque chose, ils ont ouvert un fond de tiroir. Oui, mais donc, dans les séries, peut-être pas en live, mais dans les séries de super-héros un peu fous et même animés, il y a Freakazoid qui dort, là. Je sais pas, mais c'est pas en animé, hein, c'est en live action. Non, je sais, mais justement, moi, à la limite, on m'aurait fait une nouvelle version animée, j'aurais préféré. Mais là, je sais pas, je comprends pas Amazon là-dessus. Je pense que c'est juste le gars, le créateur, qui ne fait rien depuis. Ben Edlund, qui n'a rien fait depuis, qui se dit juste, tiens, j'ai une solution, je vais aller proposer ça chez Amazon, on va voir, peut-être que ça va marcher. Bon, après, comme c'est juste un pilote, oui, voilà. Ouais, mais c'est ça, je dis, c'est vraiment ça, c'est le côté, le gars, il se dit, j'ai plus rien fait depuis longtemps, ça va plus ou moins marchoter, allez hop, on va fonctionner sur le côté un peu culte et nostalgique que certaines choses ont actuellement, et Amazon, ils ont dit oui. Parce qu'Amazon dit un peu oui à tout le monde. Ils ont dit banco. Voilà. C'est juste ça, c'est vraiment bizarre. Et alors, les renouvellements de la CW. Voilà, ça c'est le dernier truc que j'ai retenu parce que c'est quand même la seule chaîne, à part ABC qui pour les comédies le fait, c'est quand même la seule chaîne qui dit allez hop, tout le monde est renouvelé, c'est ça, c'est l'Oprah Winfrey des chaînes américaines, t'as un renouvellement, toi aussi t'as un renouvellement, et tout le monde a un renouvellement, même les séries qu'on se dit non, faudrait peut-être t'arrêter quand même. Enfin voilà, je sais pas, ici quand on regarde ce qu'ils proposent, moi je regarde iZombie, je regarde et Crazy Ex-Girlfriend, mais le reste je regarde pas ou plus, quoi. Donc mais c'est quand même des séries qui reviennent très souvent quand on regarde les fans de séries télé sur internet. De votre côté, je sais pas ce que vous regardez chez eux. À part Flash, Arrow... Crazy Ex-Girlfriend en fait. Ouais. Mais rien d'autre. Non, je suis en fin de Legends of Tomorrow que j'ai commencé, que je vais continuer. Ok. Voilà. C'est ça, c'est une chaîne qui, en général, on aime à la détester, mais au final, on regarde quand même pas mal de trucs chez eux, quoi. Je sais pas, Sarah, toi. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai vu de séries de la CW. Moi, je surveille ce qu'ils font avec un certain intérêt, oui. Et toi, Sarah?
De mémoire, je n'ai regardé que Crazy Ex-Girlfriend, Ouais. que j'ai arrêté. Alors, je crois ne pas me tromper en disant que tu adores cette série. Alors, je suis là pour la défendre depuis le début, mais les 2 derniers épisodes m'ont vraiment emmerdé. Alors, moi, j'ai arrêté au bout de quelques épisodes pour une raison. J'ai trouvé ça assez drôle, assez juste. Mais j'ai trouvé que c'était un tout petit peu trop caricaturé. Du coup, ça a balancé le truc. Pour moi, j'ai passé la barrière du truc de ça me fait rire à ça me met un peu mal à l'aise et on passe un peu pour des connes. C'est pas du tout un discours féministe, loin de là, mais j'ai trouvé qu'il aurait fallu que ça soit un tout petit peu moins caricaturé pour que ça soit excellentissime. Mais en fait, c'est le problème que j'ai avec la série, c'est que je vais la défendre parce que je trouve qu'il y a de bonnes choses dedans, mais par rapport à ce qu'elle propose au début, c'est très vite parti dans un truc. Je sais pas si elle est complètement dans cette décision-là, mais où c'est beaucoup moins dans le côté voilà, je suis déprimé mais je fais ça. Il y avait un petit peu cette mélancolie qu'il y avait au départ avec le décalage qui fonctionnait bien. Le décalage fonctionnait beaucoup mieux parce qu'on voyait que elle souffrait. Bon là il tombe dans une amourette et je suis en train de me dire ouais, c'est pas forcément ça que je veux. Voilà. On sent qu'elle voilà, elle va tomber dans une amourette, mais le love interest c'est pas lui, c'est un autre. J'ai pas envie de ça. Et puis surtout, depuis quelques épisodes, il y a beaucoup moins de moins en moins de chansons qui faisaient le côté justement complètement décalé. Depuis la mid-season, en fait, il y a une chanson par épisode, quoi. Et elles sont pas forcément toutes géniales. Il y a des personnages qui sont intéressants, mais j'ai de plus en plus de mal à la défendre sur la longueur. Donc voilà, donc bon, moi je la critique pas avec véhémence. Le côté chanson, c'est ce qui moi me dérangeait un tout petit peu parce que d'abord j'ai jamais aimé tout ce qui était musical de série. Voilà. Ouais. En général, quand ça fonctionne pas, alors je trouve ça drôle, mais c'était aussi un peu trop. Je sais pas, peut-être que finalement, je pensais être la cible de la série et peut-être que finalement pas du tout. Je sais pas. C'est peut-être aussi une question d'instant. J'ai arrêté un petit peu avant la mid-season et je dis pas que ça me manque. On va pas dire que ça me manque vraiment. Voilà. Non, sinon je regarde pas trop de tout ce que vous avez cité. Je crois pas. Et puis une fois encore, moi il y a plein de choses que j'ai pas ici, donc bien sûr. Il faudrait que je trouve des moyens de les télécharger légalement pour pouvoir les regarder. Et comme je ne pirate pas. Il y a plein de choses qui sont en téléchargement légal, mais avec MyTF en VOD, il y a plein de trucs comme ça. Il y a Containment qui est une série, une espèce de thriller médical viral, qui est le remake de Cordon, qui est une série belge, donc qui va arriver en avril. Ça sera aussi en légal là sur MyTF en VOD. Il y a plein de trucs qui sont par là-bas. Attention que MyTF en VOD n'est disponible que côté France, en Belgique on ne l'a pas, et puis je pense que côté en Israël non plus. Ouais, c'est un peu le truc. On a à peine Spotify, donc tu penses bien que MyTF en VOD. Ah oui, d'accord. Vous avez pas Spotify? On n'a pas tout sur Spotify, effectivement. Ah ouais, ok. Mais juste un dernier truc par rapport à Crazy Ex-Girlfriend, parce que j'avais pas prévu de parler d'elle non plus, mais il y a un truc qui commence à vraiment me déranger avec la série, c'est son format. Les 42 minutes... Tu penses que ça rallonge? Ça délaye la soupe, mais vraiment beaucoup. J'aurais moins le souci d'avoir une seule chanson par épisode s'il faisait 26 minutes, sans problème. Là, j'ai l'impression qu'il y a des longueurs dans les derniers épisodes. Apparemment, je suis pas le seul à le ressentir comme ça. Je trouve ça dommage. J'aimerais qu'elle retrouve un nouveau souffle, mais ça devient difficile. Après, la saison fait juste deux choses avant qu'on passe à la suite. Il y a deux choses. La saison fait que 18 épisodes. Là, on en est au 13 et 14. Il y a toujours un mou créatif Mais tu as des problèmes avec la connexion. On ne saura jamais. Pardon ? Il y a un mou créatif en deuxième partie de saison parce que tu as quelques soucis de connexion apparemment. C'est ça. Voilà. Bon, j'essaie de lire dans les bugs de connexion. C'est génial. Je suis l'homme qui parlait à l'oreille des bugs de connexion. Le Skype Whisperer. Le Skype Whisperer. Tant que je suis pas le Ghost Whisperer, tout ira bien. Donc, on va passer à ta partie. J'avais juste un autre truc à préciser avant qu'on passe sur le renouvellement de CW. Je trouve ça très bien pour eux parce que
depuis, voilà, comme tu disais, on aimait à les détester. Ça fait 10 ans qu'ils existent. Il y a eu pas mal de choses qui entre genre 2010 et 2013 qui ont été, voilà quoi, qui étaient vraiment risibles en termes de série, en termes de stratégie, etc. Il y avait pas. C'est un network qui a failli mourir de sa belle mort plusieurs fois et voilà quoi, qui existe aussi avec voilà la bonté financière de des deux studios qui la financent, c'est-à-dire CBS et Warner. Là, le fait que ils fassent qu'ils aient, enfin, c'est un peu le triomphe d'une stratégie que Netflix aussi fait. Enfin, c'est ce que je me suis rendu compte parce que c'est ce dont je me suis rendu compte avec ce qui était le débat qu'on avait eu la dernière fois sur Fuller House, c'est que Netflix, comme CW, voit pas voit pas le public comme plein de gens, plein de catégories sociales qu'il faut fédérer, qu'il faut ramter, mais toute une agrégation de niches en fait qui peuvent se recouper ou ne pas se recouper. Et CW en tant que network, le fait que un truc comme Crazy Ex-Girlfriend fasse fasse des audiences qu'il aurait fait annuler au bout de 5 épisodes il y a encore quelques années, et que actuellement on leur donne sa chance parce que on sait qu'il y a des fans, on a un petit noyau de fans, que ce soit aux États-Unis ou internationalement, qui peut continuer à mater la série et qui peut, on va dire, dégager un certain profit pour qu'on continue à faire des épisodes. C'est ça. Et le fait qu'en plus ils renouvellent tout d'un coup et qu'ils fassent carton plein, sachant que va y avoir au moins 3 ou 4 nouveaux dramas l'année prochaine, oui. C'est aussi une ambition qui est vachement renouvelée, c'est-à-dire que c'est plus le network pour je sais pas, les midinettes de 15-24 ou des choses qui soient c'est vraiment aussi, ils ont rameuté énormément de gens avec Arrow, il y a une certaine consolidation qu'il y a encore 3 ou 4 ans, j'aurais vraiment pas pu voir venir de la part de CW. Donc je trouve ça super bien pour eux, et avec ce que j'ai lu de leur développement, je crois qu'en termes de projet au pitch qui me parle et au pitch ambitieux, je pense qu'il y a aussi de quoi voir venir pour la saison prochaine. Donc je pense que de A à Z, ce renouvellement de masse, c'est vachement prometteur. Il y a quelques années, Containment, j'aurais jamais cru possible que ça aille sur CW. Hein. Clairement, très très clairement. C'est vraiment la série qui ne fait même plus tâche maintenant, mais ça fait plaisir de voir ce genre de projet et de prise de risque d'une chaîne comme ça. Après, pour Crazy Ex-Girlfriend, si elle a été renouvelée, je pense que les Golden Globes y sont pour quelque chose aussi. Hein. Je vois mal une chaîne qui a très rarement des Golden Globes annuler une série qui vient justement d'en gagner. Non, mais il y a des trucs, il y a des contre-exemples aussi. Beauty and the Beast a été programmé absolument n'importe comment et à la qualité que je pense selon c'est, et ils ont quand même tenu 3 ou 4 saisons. Ben, c'est la quatrième et la dernière. Il y a plus que les audiences en live ou en live plus 7 ou qui rentrent en compte. C'est vraiment je pense que c'est plus une agrégation de marques. C'est pour ça que là actuellement on a Arrow, on a Flash, on a Legends of Tomorrow, on a la série Vixen pour qui est une web série qui peut-être menace de devenir une série live action. Voilà quoi. Oui, ça plus tout leur programme un peu télé divertissement, dont un que je regarde beaucoup qui est Whose Line Is It Anyway, qui ça fait je sais pas combien d'années que ça existe, mais c'est toujours c'est pas le genre de choses que je m'attends à voir sur CW, et pourtant c'est chez eux. Ça et le fait aussi, on comprend un peu mieux qu'ils renouvellent tout quand on voit que le boss de la chaîne dit clairement que la Supernatural en fait ça continuera tant que les deux acteurs voudront. Ah voilà, on parle de quelque chose sur lequel je voulais intervenir. Oui. Supernatural qui fait partie des séries tout comme Grey's Anatomy que je regarde depuis le premier épisode depuis hyper longtemps. Et je m'étais faite la même réflexion avant de voir la news de renouvellement de CW en me disant que j'allais être très triste si Supernatural s'arrêtait. Et en fait je suis assez contente de ce renouvellement, donc que ça soit pour Supernatural ou que ce soit de manière générale pour CW, qui j'ai l'impression que c'est un network un network fidèle
et ça a un côté un petit peu rassurant en fait. C'est ça, ils ont vraiment confiance en leur marque et ils ont envie de les défendre jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire en fait. C'est vrai que c'est très rare de voir ce genre de discours et de ce genre d'action en fait, tout simplement. C'est une marque de confiance et ça doit faire plaisir justement aux fans et aussi aux producteurs aux développeurs de séries, de se dire ben voilà, on a quand même sur une chaîne qui nous fait confiance, on peut faire un peu ce qu'on veut, on prend des risques ou on en prend plus. Une latitude d'écriture assez pas exceptionnelle, mais en tout cas ça doit être reposant pour eux de pouvoir se donner les moyens de faire des trucs dont ils ont envie. Et voilà, en tout cas dans Supernatural ça se voit parce que souvent il y a des inside jokes et souvent il y a des vannes un peu. Tu vois que les mecs se sont fait plaisir, quoi. Et puis c'est agréable à regarder, du coup. C'est ça, quand on sent que les gens s'éclatent à le faire, c'est beaucoup plus facile à regarder, même si on peut trouver des choses à redire sur les scénarios, sur les situations. Moi, je ne la suis pas, la série, j'aurais envie de la découvrir. Mais bon, après, avec 12 saisons à rattraper... c'est un peu violent, mais quand je vois des photos passer comme ça, des acteurs sur Instagram ou autres qui font des conneries, je me dis mais ça a l'air génial comme série. Alors que je pense que j'arriverai pas à la regarder parce qu'il y a trop d'épisodes à rattraper, quoi. Alors, et c'est toujours une série qui fait des longues saisons, un peu moins longues avec le temps, mais c'est pas une série qui fait 8 épisodes par saison. Donc oui, les premières, si tu regardes maintenant, tu vas te taper des saisons de 27 épisodes. Va falloir trouver du temps, quoi. 27 épisodes à 40 minutes en plus, je pense. C'est ça. Ouais, j'ai déjà à peine le temps de voir les nouveautés et de voir mes séries, je vais pas en rajouter. Enfin, quoique, je suis assez fou pour le faire parfois, donc pourquoi pas. Ça arrivera. Oui, quand je serai à la retraite. Je regarderai Supernatural. Exactement. En été, quand il y a moins de trucs. En été, quand il y a moins de trucs. Non, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, justement. Ouais. Ça, depuis l'année dernière, c'est fini. Je pense que tu peux faire une croix dessus. Merci Netflix. Ah, pas que, hein. Attends. Merci tout le monde, Ouais, je pense. Et oui, bah voilà, attends, Mr. Robot, c'était pas Netflix, Unreal, c'était pas Netflix non plus. C'est vrai. Si même Lifetime fait des séries qui sont bonnes à regarder, attends, où va-t-on? Mais où va-t-on? Bref, par rapport aux news, donc je vais te passer à toi. Florian, je pense que tu avais des choses à dire. Donc, Ouais, j'ai des choses à dire. Je vais quand même essayer d'aller vite parce que là, on est déjà sur 40 minutes d'enregistrement. Voilà. Ça fait tourner la montre là. Oui. Donc déjà, je voulais mentionner que Royal Pains a été renouvelé pour une 8e et dernière saison et que The Soulman, qui est un spin-off de Hot in Cleveland avec Cedric the Entertainer, a été aussi renouvelé pour une 5e et dernière saison. Donc ça fait partie des news que j'ai vu passer cette semaine. Et je voulais le mentionner parce que en fait on s'en fout. Voilà. Et je voulais le dire en fait que je trouve ça assez hallucinant que Royal Pains of all shows ait tenu 8 ans et que The Soulman ait tenu 5 ans avec Cedric the Entertainer. Voilà, donc sur des choses comme ça, c'est mauvais à ce point-là. des séries qui existent et donc qui vont mourir de leur belle mort cette année. Donc voilà. Et du coup dans les autres choses, il y a du coup, voilà, je viens de parler de The Soulman qui est diffusé sur TV Land, et en fait, TV Land a pas mal de séries assez sympas qu'ils ont annoncé donc là cette semaine, parce qu'ils ont l'habitude de faire leurs upfront un tout petit peu avant tout le monde, parce que c'est une petite chaîne du câble, voilà. Et je voulais juste souligner que TV Land en fait, voilà, commence à avoir des séries qui valent le détour. Et je pense notamment à Teachers qui a été diffusé depuis janvier dernier, donc avec voilà une troupe de comédiennes qui s'appelle The Cathy Deeds, et ils viennent d'annoncer le renouvellement pour une 2e saison de 20 épisodes. Ils ont aussi une série avec un comique irlando-américain. Américano-irlandais, qui s'appelle Jim Gaffigan, donc qui s'appelle The Jim Gaffigan Show. Ce que je voulais dire par rapport à TV Land, c'est que il y a pas mal de choses qui sont de pilotes de comédie et de séries qui sont devenues beaucoup plus intéressantes
depuis quelques années, et donc là je pense justement à Younger, je pense à Teachers, et qui apparemment développe assez de public pour pouvoir se poursuivre sur d'autres choses. Après voilà, il y a des choses comme The Soul Man, ou des choses comme des pilotes des séries un tout petit peu plus on va dire voilà vieillottes dans leur conception, qui continuent. Mais Tifiland en fait commence à, on va dire à rajeunir et à devenir beaucoup plus cool. Là depuis genre l'été dernier, depuis un an et demi. Et c'est des choses où j'encourage les sériphiles de tout poil à vérifier un tout petit peu ce qui se passe du côté de TV Land. Justement, en parlant de TV Land et en parlant de l'été où il y a soi-disant rien selon Elodie, dans TV Land l'été dernier, moi j'ai découvert Impastor, que j'ai adoré, et je suis content de le retrouver cet été justement, en juillet. Impastor, c'est juste c'est la comédie. Au départ, je ne l'attendais absolument pas. Le côté, voilà, c'est un gars qui se fait passer pour un prêtre, voilà, puis le jeu de mots, c'est rigolo. Et j'ai découvert des personnages, mais alors complètement fous, et un humour, mais vraiment, mais nickel. C'est pas comment dire, la plus grande écriture ou quoi que ce soit, mais ça se suit très facilement. C'est super bien joué. Apparemment, Sarah, t'as réagi, donc c'est que tu connais. Oui, j'avais regardé. J'aurais eu tendance à rejoindre Elodie en disant qu'effectivement en été on s'ennuie un petit peu plus. Donc en général l'été je bouffe tout ce qui passe, ce qui change durant l'année où j'essaye de choisir. Et j'avais regardé et j'avais trouvé ça hilarant. Oui, c'est ça, c'est vraiment hilarant, hyper décalé. C'est exactement l'humour que j'aime. Pas toujours très clean. Et j'adore le pitch. Le pitch est génial. Oui, c'est ça. C'est complètement con, c'est génial. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cette série, et tu vois, je savais pas que ça s'était renouvelé. Je l'ai appris il y a une semaine à peu près. Et justement, ça a été l'annonce du renouvellement, c'est intervenu là le 3 mars avec Teachers, avec d'autres séries en fait. Donc c'est super cool que ils arrivent à faire ça, et du coup ça a été annoncé, c'est le 13 juillet pour la saison 2. Voilà. Donc c'est pile poil dans 4 mois. Je suis bien contente parce qu'en général les séries que j'aime, t'évoquais tout à l'heure Whitney par exemple, sont jamais renouvelées, et voilà, je suis contente. Tu es apporteur de bonnes nouvelles. Ah ben voilà, parfait. Your name. Hi, I'm Maddie. And I'm Maddie. You're supposed to say you're an alcoholic. I can remember. Après cette petite coupure technique, on va dire ça, on va passer sur les coups de cœur et coups de gueule, et je vais donner la parole à Sarah. Alors, coup de cœur, coup de gueule, les deux en même temps? Je vais faire les deux. Je vais commencer par mon coup de cœur, qui est une série dont Elodie a parlé il y a 15 jours, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait eu que un seul ou deux épisodes, qui s'appelle Recovery Road. Qui est une série, donc pour ceux qui ne regardent pas ou qui ne connaissent pas, qui aborde les problèmes d'addiction à la drogue, à l'alcool ou au sexe chez les jeunes. Et qui est, dit comme ça a l'air quand même super chiant et super condescendant, mais c'est absolument pas le cas. J'en parle aujourd'hui parce que je viens de regarder tous les épisodes que je n'avais pas vus, donc les épisodes 3, 4, 5, 6, 7, 8, que j'ai tous regardés d'un coup. Et j'adore cette série. C'est vraiment une série qui aborde le problème de l'addiction de manière super simple d'un côté, puisque ça se passe, donc c'est l'histoire de Maddie, qui est une fille de 17 ans, plutôt jeune quelque part dans une petite ville des États-Unis, qui rentre en désintox, dans une désintox qui est une maison de sobriété, où plusieurs personnes sont dans cette maison pour des problèmes différents. Donc ça peut être autant des problèmes d'alcoolisme que des problèmes d'être accro au crack, ou des problèmes de dépendance sexuelle. Et c'est la seule enfant, en tout cas personne non majeure, dans ce monde-là. Et elle refuse de dire à son entourage, ses copines et son mec notamment, qu'elle est dans cet endroit. Pour des raisons qui sont pas forcément claires au début, mais un truc mélangé entre la honte et le refus d'accepter qu'elle est addicte.
Donc ça c'est pour le pitch. Ça passe sur Freeform que moi je ne connaissais pas. En fait, c'est ABC Family. Voilà. Donc c'est quand même c'est ABC Family qui sont pas non plus très connus pour faire des choses bien. Mais ceci dit, je crois que c'est la deuxième fois que je me fais la réflexion que je vois un truc sur ABC Family et que je trouve pas ça trop nul. Bon. C'est pour ça qu'ils ont changé de nom en fait. Voilà, ça a bien marché, tu vois. Ah bah oui, c'est une nouvelle identité pour eux. Et la nana l'actrice qui joue Maddie, donc le premier rôle, qui s'appelle Jessica Sula, crève l'écran. Elle est magnifique. C'est une actrice vraiment très belle et elle joue très bien. Je sais pas si tu penses la même chose que moi, Elodie, mais moi je suis vraiment super séduite par ça. Je sais pas comment en parler autrement parce que ça me touche vraiment comme série. C'est surtout que au début, quand tu penses à une série ABC Family, tu penses que ça va être mignonnet, quoi. C'est pour les gamins, tout ça. Et plus ça va, plus on tombe dans le sombre et sans spoiler, mais les derniers épisodes, on était quand même dans une situation assez grave. Et je pense que c'est plus ça va et plus ça devient quand même une série assez adulte, je pense. Voilà. Et il y a vraiment un truc très intéressant. Autour vraiment de la désintox parce que évidemment on voit des réunions, je spoil pas non plus, on voit des réunions de type alcoolique anonyme avec les 12 étapes, etc. Mais ça parle de plein d'autres choses qui sont inhérentes à l'addiction, notamment qu'on se désintoxe jamais d'une seule substance, mais de tout ce qui va avec, de dépendance aussi qu'on a tissé avec nos amis qui peuvent être toxiques. C'est vraiment bien. Et c'est assez hypnotique. J'ai du mal à pas tout regarder d'un coup, et j'ai du mal à attendre les épisodes. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé sur une série, et j'en suis à regretter presque de pas avoir attendu la fin de la saison pour pas tout regarder tout d'un coup. Et puis on s'attache vachement et à ce perso-là qui est Maddie, mais aussi à tous les autres persos qui sont dans la maison de sobriété avec elle. Et c'est vraiment une super série. J'aimerais bien voir où ça va nous amener. J'aimerais bien voir aussi si ça va être si le public a été au rendez-vous et si la chaîne va renouveler cette série. Pour l'instant, il n'y a absolument rien dessus. Je vois qu'elle est suivie, mais je pense que niveau chiffres, c'est encore un peu trop tôt. Par contre, vous me donnez envie de la regarder alors qu'elle est là, elle dort sur le côté. C'est le truc où il faut que je regarde, mais j'ai toujours autre chose à regarder et je pense qu'il faut que je regarde quand je suis dans une peut-être de bonnes conditions, avec un bon moral. Il faut pas être trop déprimé quand même. Voilà, si vous fatiguez, je pense que c'est pas bon à regarder, quoi. Non, mais là où Elodie a raison, c'est au début c'est mignonnet, et en plus le générique est assez qui dure quelques secondes est assez mignonnet, et t'as pas du tout l'impression que ça va t'amener là-bas. Et c'est glauque, c'est vraiment plein de toutes petites histoires internes qui sont très glauques, qui font tout un tout d'une bonne histoire, et je voulais en reparler, même si je sais que c'est pas cool de reparler de quelque chose dont on a déjà parlé, mais on a l'habitude. Mais c'est vraiment, j'ai pas regardé autre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour une série, quoi. Très bien, très bien. Et niveau coup de gueule. Attention. Oui. Alors, je sais pas si c'est arrivé sur Netflix France, puisque moi j'ai évidemment pas tout le même catalogue que vous en France. Je suis tombée, mais alors par mégarde, je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête. Oh, si, c'est l'effet Netflix. Voilà, c'est tellement, c'est un truc j'ai envie de tout regarder, donc j'ai regardé une série qui s'appelle Atelier. Est-ce que vous en avez entendu parler? Arrête de rire. Mais si, moi je sais très bien ce que c'est, ça. Il y a des jeux en plus. Donc, oui. Alors, je vais en parler brièvement parce que je n'ai pas non plus cherché à trop creuser le dossier. Atelier est une série japonaise qui a été commandée par Netflix à un network japonais qui parle d'une jeune fille qui entre à Tokyo, qui rentre dans la vie active, qui va travailler dans une boutique de lingerie féminine en tant que designeuse. Alors cette boutique de lingerie qui a l'air d'être l'équivalent de, je sais pas, de Balmain dans la lingerie à Tokyo, et elle est confrontée à sa boss qui est une espèce de caricature pourrie
de Anna Wintour qui m'est caricaturée dans le Diable s'habille en Prada. Ouais, génial, d'ailleurs. Non, mais, avec une japonaise filiforme avec un carré plongeant roux et des lunettes de soleil en permanence. Non, mais... Et alors, évidemment, c'est en japonais, évidemment, et sous-titré, je l'ai regardé sous-titré français. Alors, il y a déjà le problème de la langue, puisque on peut regarder une série américaine, anglaise, et pas forcément suivre, mais comme on entend, on est un peu dedans. Là, tu t'arrêtes de lire, tu comprends plus rien, forcément. Et j'ai l'impression que c'était très mal joué, mais j'ai pas de point de comparaison. Donc, mais ou bien tout le cinéma, tout le cinoche et toutes les séries japonaises sont comme ça, mais c'était à mi-chemin entre une mauvaise série et un mauvais porno japonais, parce que le japonais c'est quand même une langue super stridente et alors j'ai regardé quand même 2 épisodes, ce qui est quand même plus que Daredevil que vous m'avez conseillé. Je l'ai pas conseillé Daredevil. Hein. Attention. Pardon, c'est ma faute. J'ai un problème de compréhension de ce qu'il faut regarder ou pas, mais je me suis dit que peut-être que ça venait de moi. Alors j'ai un petit peu quand même regardé qui était l'actrice principale, qui est hyper connue au Japon. Oui. C'est pas du tout son coup d'essai, donc peut-être qu'elle joue très bien et que c'est moi qui comprends rien à l'art japonais. Alors j'ai pas continué, je crois qu'il y a 13 épisodes, 10 ou 13 de mémoire. Je vais pas me l'imposer non plus. Je sais pas ce que ça fait sur Netflix France en fait. Et c'est ça ce qui m'a plus interpellé parce que je comprends pas qui est la cible. Mais certainement pas. En France, il y a une niche de personnes qui sont très très demandeurs de J-drama, comme ils appellent ça. Il y en a plein. Il y a de très très bonnes choses, comme il y en a de très très mauvaises, et ça en fait partie. Mais le problème, c'est que c'est un style vraiment à part entière. Les dramas japonais et les dramas coréens, c'est une toute autre culture, et il y a des choses qui peuvent passer internationalement, mais il y en a d'autres, c'est tellement culturellement parfois différent, et puis surtout il peut y avoir la langue, il peut y avoir les voix, mais alors les voix des japonais, c'est insupportable. Ouais, non, c'est pas quoi. Et t'as envie de diminuer la vitesse du truc pour leur donner une voix d'homme à la limite, mais non, mais je te comprends. Donc, j'ai vraiment beaucoup mal. Évidemment, je suis pas la cible, mais je me suis surtout fait la réflexion qu'il y avait une différence culturelle qui était tellement énorme à combler que j'avais l'impression que c'était un peu perdu, tu vois, sur le catalogue Netflix. Et tu vois, je savais pas qu'il y avait vraiment une niche dont je ne fais visiblement pas partie. Mais malgré toute mon incompréhension du genre, j'ai eu le bon sens, je crois, de comprendre que c'était très mal joué. Voilà, je suis un peu tombée dessus par hasard pendant le week-end où je savais pas trop quoi regarder, et ce sont des minutes perdues à tout jamais de ma vie que nous ne récupérerons jamais. C'est sûr que si tu veux tenter un peu ce genre à part entière, c'est pas forcément la bonne série à regarder, que ce soit du côté japonais ou même coréen. Il y a des trucs très 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 bons, pour lequel le côté culturel et la voix, tout ça ne pose absolument pas de souci. Il y a Transit Girl du côté coréen, qui est très 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 bon, et vraiment au sujet justement côté lesbien, trans et autres, qui est très très juste, et c'est assez rare de voir ça de leur côté. Mais dans tous les pays, toutes les cultures, il y a des choses très très mauvaises, et je pense que quand on a déjà la barrière qui nous bloque, quand c'est très mauvais, mais ça devient encore plus mauvais, quoi. Voilà. Donc c'était ma perte de temps de la semaine, et ça m'a refroidi. Mais net, j'ai rien regardé pendant 2 jours. Voilà. Par contre, je t'interdis, si jamais tu gagnes le quiz, à nous imposer ça. Non. Je mets le veto. J'ai autre chose en tête, un truc un peu plus sympa. Je mets le second veto parce que je suis pas abonné à Netflix en fait. Voilà. Oui, ça arrange bien, pour une fois. Oui, voilà, Ok. Voilà, c'était mon coup de gueule de atelier. Voilà. Pauvre de toi. Ah oui. Elodie. Oui. Niveau coup de cœur. Je vais vous parler de pilotes parce que j'en ai vu des très bons, j'en ai vu des beaucoup moins bons. Mais donc en fait tu fais le coup de cœur, coup de gueule en même temps sur les pilotes, c'est ça? Oui, voilà.
On va tout rassembler. On va dire ça. Il y en a sur lesquels je vais passer rapidement parce que je sais que vous allez en parler aussi, donc je vais pas m'étendre. Mais je vais commencer avec 13, qui est vraiment mon coup de cœur de ces derniers 15 jours. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais pour rappeler, donc on va suivre Ivy Moxham qui arrive à s'échapper de la cave où elle a été enfermée pendant 13 ans. Et donc à partir de là, on va suivre l'enquête pour retrouver son kidnappeur et donc ce kidnappeur qui a enlevé une autre fille pour la remplacer. J'ai beaucoup aimé, même si ça doit être sûrement la série la plus déprimante que j'ai pu voir ces derniers jours. Ça va revenir souvent, ça. Oui, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment. Je suis là, il est comédie, moi, parce que franchement, les gens vont se tirer des balles. Mais non, plusieurs, ou regarder Atelier. Non, c'est vraiment une série très bien parce qu'elle prend un parti très réaliste. C'est dur, c'est difficile, c'est super sombre, mais il y a des acteurs formidables. Elle prend aussi le parti de parler de choses super dérangeantes, puisque je spoile pas, mais à un moment donné, Ivy va être accusée d'être volontaire finalement, de rester avec son kidnappeur. Et donc on est tendu du début à la fin. Je pense que de toute façon, il n'y a pas un seul instant où on se relâche un peu. Mais vu que les personnages sont vraiment touchants et que l'histoire est vraiment bien menée, qu'on a toujours notre lot de surprises à chaque épisode, ça vaut vraiment le coup de le regarder, même si on se tire une balle à la fin. Voir 13 et mourir, quoi. C'est ça. Génial. J'ai même pas une seule comédie après pour remonter le niveau. Si, Hap and Leonard, que j'ai beaucoup aimé, mais je sais que vous allez en parler, donc je vous le laisserai. Sinon, à part ça, j'ai regardé The Family, que j'ai pas aimé. C'est pas Hap and Leonard que Florian voulait parler, il voulait parler de la parodie porno. C'est ça, exactement. Fap and Leotard. Voilà, comme on ne fait pas de gros mots, je ne referai pas cette vanne ici même, mais sachez que j'en suis très fier. Ah bah oui, mais attends, génial. Mais tu sais que tu peux très bien dire ce que tu veux, hein, moi il n'y a pas de souci. Donc oui, Hap and Leonard et... après j'ai regardé The Family que j'ai pas aimé, mais je peux pas dire que ce soit mauvais. Mais c'est vrai que ça parle plus ou moins du même thème que 13 et je l'ai regardé juste après. Et franchement ça dénote parce que autant 13 prend un côté un côté original, autant The Family c'est vraiment le formatage. Et j'ai trouvé que c'était mal joué en plus. Ça m'a vraiment pas plu. Voilà, je m'étendrai pas. Après, je sais que Damien, vous allez en parler aussi, donc je m'étendrai pas, j'ai vraiment pas aimé. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'était Slasher. Et j'ai découvert que donc Chiller, c'était une chaîne qui appartenait à NBC, donc était spécialisée forcément dans l'horreur. Donc pour rappeler, Slasher, ça parle d'un tueur qui va tuer les parents. Ah, c'est bien, ça pour un tueur. Oui, ça tombe bien du coup. Ouais. Qui va tuer les parents d'un petit bébé. Je ne dirai pas plus sur cette scène, mais et donc le petit bébé va devenir une grande jeune fille qui va emménager dans la maison de ses parents, ce qui est une chose tout à fait normale à faire. Oui. Voilà. Et donc juste au moment où elle va revenir, un nouveau tueur qui reprend le même costume va décider de faire de nouvelles victimes. Selon le concept de vous avez péché, donc je vous tue, selon la punition de la Bible. Et donc voilà, il y a des membres coupés, du sang, des boyaux, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas du cerveau. c'est ça. Mais après c'est pas une série super flippante au sens où quand on regarde un film d'horreur, voilà, on est accroché à son fauteuil parce que il y a une tête qui arrive d'un seul coup, parce que de toute façon sinon c'est super sympa, on va dire ça comme ça. Le tueur il a un certain charisme et surtout j'aime la façon dont ils ont amené l'ancien tueur, puisque il a une nouvelle place, c'est que la jeune fille va aller le consulter en prison pour essayer de démasquer le nouveau tueur. Et donc le truc qui me surprend, c'est que cet ancien tueur est assez sympathique en fait. Ah bon, dans le sens, oui. C'est un bon tueur, alors c'est pas, il y a le bon mauvais tueur. C'est-à-dire que dès le départ, il va expliquer pourquoi il a tué ses parents, plus ou moins. Oui, donc il a dit, bon voilà, j'avais une raison. Sympa, ouais. Voilà, je l'ai fait, et voilà. Et
il est présenté comme un mec sympa, posé, qui est super, qui est intelligent, qui va vraiment l'aider sur son enquête. Et voilà, c'est un peu le truc bizarre, c'est que dans la première scène où on le voit tuer, il nous les a présentés comme quelqu'un de complètement fou et déséquilibré. Et une fois qu'on le voit en prison, c'est un mec super humain qui est posé et qui a l'air sain d'esprit. Donc je sais pas si c'est une incohérence du truc ou si c'est vraiment voulu pour que d'un côté on s'attache au tueur. Si c'est ça, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'est une série que je conseille parce que c'est pas souvent qu'on a des séries d'horreur comme ça et que pour une fois c'est assez bien mené. Et en plus nous avons un tueur qui court après ses victimes. Et ça, c'est super original parce que d'habitude, vous voyez les tueurs qui marchent derrière leurs victimes tout doucement et qui arrivent quand même à les rattraper. Celui-là, il s'en bat les couilles, il court. Voilà, alors après, du côté des choses que j'ai vraiment pas aimé, il y avait The Real O'Neills qui valait vraiment pas le coup de perdre 20 minutes à regarder. Ouais. La série va suivre donc la famille O'Neills qui est une famille très religieuse et à un moment donné, ils vont décider de tous s'avouer quelque chose qu'ils ont caché, dont le héros qui va sortir du placard, comme on dit. Sauf que le problème, c'est que la série est complètement dépassée. Elle met en avant des sujets elle les présente comme tabous, sauf que c'est plus tabou depuis les années 90 à peu près. On parle du divorce, on parle d'anorexie, on parle d'homosexualité. Sauf que c'est présenté comme si c'était la nouvelle du siècle, voilà. Sauf que non. Donc on a l'impression de regarder une série qui sort des années 90 et encore. Et en plus, c'est pas drôle du tout. Oh non. C'est très mauvais à tous les points de vue. Oui, malheureusement, oui. Et pourtant, il y avait des acteurs qui... Mais non. Oui, il y avait un bon casting, mais voilà, c'est tout. Mais là, t'as tellement donné envie de regarder des trucs, là. Si, mais regardez, allez voir 13 et Slasher. Tu m'as convaincu, je l'ai déjà lancé sur mon ordinateur pendant que tu parlais. T'as été parfaite sur la description. Je me demande ce que ça pourrait donner de regarder 13 et Slasher en simultané. Donc t'en as une qui essaie de fuir son meurtrier, enfin pas son meurtrier mais son ravisseur, et l'autre qui court après les gens. Alors, mais le pire c'est que Slasher c'est drôle en plus. Je vais essayer moi par contre de mettre l'image de 13 avec les voix de Atelier pour voir ce que ça rend. Peut-être que ça sera un peu moins angoissant. Ça donnera peut-être un film de David Lynch. Ou de Jodorowsky. Ah oui. Plutôt Jodorowsky, en fait. C'est la seule solution pour pas tomber dans la déprime de 13. Je pense, oui. Ou alors, ça va être pire. Ça va être pire. De mon côté, les coups de cœur et coups de gueule, je vais faire les coups de gueule d'abord, parce que... Allons-y. Il y a des trucs qui m'ont complètement... Mais alors... Toi, il y a le tueur qui s'en bat les couilles de courir après les autres. Moi, il y a des trucs qui me cassent les couilles. Et notamment, c'est des séries qui promettent plein de choses, dans lesquelles tu attends beaucoup, et qui à la fin, te donnent un truc... Tu te dis, mais pourquoi gâcher autant de souvenirs? Et The Muppets, c'est le summum, là. J'ai vu la saison complète, hein, donc 16 épisodes. Il nous avait promis qu'après après le hiatus, changement de showrunner, donc on aurait des nouveaux trucs, un nouveau regain, même une nouvelle série en quelque sorte. C'était toujours la même série, sauf que c'était devenu beaucoup moins drôle. Il y avait tout tombé à plat. Parce que dans la première partie, je ne dis pas que c'était la série la plus drôle du monde. Faut pas déconner, mais il y avait des moments drôles, il y avait des moments bien pensés, géniaux, voilà. Ça allait pas chercher loin, mais c'était agréable à regarder. J'avais pas envie de couper l'épisode en plein milieu. Et depuis le retour et le changement de showrunner, c'est catastrophique. Il n'y a plus rien de drôle. Ils ont ajouté un personnage qui est censé faire un peu le miroir de ce qui s'est passé dans la série. Donc un gars qui vient pour redonner un renouveau au show. Le gars, il est à frapper. Et je sais pas si j'ai envie de spoiler ou pas, mais en gros, au dernier épisode, il se barre. Je pense que c'est la meilleure image qu'on puisse avoir de la série. Sur son cheval blanc et... Non, mais voilà. même pas. Laisse la série être appelée. C'est ridicule la façon dont il se barre en plus. Et pourquoi il se barre, c'est... Et j'ai l'impression qu'en fait, ça c'est l'image même de la série. C'est voilà, on a voulu essayer de la sauver, ça s'est cassé la gueule. Maintenant, tout le monde se barre.
Je pense pas qu'il y aura de saison 2. Moi, Et j'en veux pas. Enfin, j'ai plus un truc à dire enfin par rapport à ça. Ouais. J'ai jamais et c'est pas pour ne pas avoir essayé, mais je me suis jamais mis à jour sur The Muppets et tout simplement parce que j'arrivais pas à raccorder enfin, un tout petit peu comme toi, j'arrive pas à raccorder ce que j'attendais de la série avec ce qu'était la série. Donc en fait, ce que je regardais, je me disais, ok, c'est super cool qu'on ait une série sur les Muppets chaque semaine sur ABC. Quand moi j'étais comme un fou quand on a annoncé cette série. J'avais écrit les 2 premiers épisodes sur le Daily Mars. Je défendais ce que la série était, même si, comme tu le disais, c'était pas la série du siècle. Ouais. Et j'ai jamais rattrapé la série parce que je pense que les audiences et la réputation parlent d'elles-mêmes. Et je pense aussi que ça va être annulé. Moi, j'en veux un tout petit peu j'en veux un tout petit peu à ABC pour l'avoir programmé n'importe comment, et j'ai jamais l'impression que créativement la série a vraiment une chance, parce que je pense que c'est cette idée de talk show, c'était peut-être pas mauvais sur le papier, mais ça a totalement normalisé le monde des Muppets, et surtout ça a rendu l'écriture des Muppets et d'écrire pour ces personnages-là qui sont cultes et qui ont genre 30 ans de développement et voilà, tout ce truc est tombé à plat et c'est compliqué d'écrire pour les Muppets. C'est pas simple. Et là en fait ils se sont totalement vautrés, et la seule personne qui aurait pu peut-être les sauver un tout petit peu du marasme, c'était Bill Prady. Et le truc c'est que comme Bill Prady était quasiment pas à l'œuvre sur la série, on avait l'impression qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et donc là, aujourd'hui, j'ai maté le 6e épisode avec Kristen Chenoweth, et tout simplement, on ne sait juste pas à quoi sert la série, on ne sait pas, on a strictement rien à faire des amourettes de Kermit et Piggy qui sont censés être au cœur de la série quand même. Enfin, Kermit et Piggy et tous ces trucs-là, c'est censé être le cœur. Donc moi je reproche pas à la série de ne pas être le Muppet Show, mais je reproche à la série d'avoir fait strictement n'importe quoi. C'est ça, ils avaient un... Oui, là je pense que tu recoupes encore par contre. Mais je te rejoins totalement, c'est que en gros on a des personnages, on a des images très très précises de qui ils sont, de ce qu'ils pourraient faire, et on a des scénaristes qui sont derrière qui savent absolument pas quoi faire de ça. Ils auraient pu faire, à la limite j'aurais préféré une série qui fait partie de mes coups de cœur réellement en ce moment, qui est Life in Pieces, un format qui aurait pu être parfait pour les Muppets, parce que ce sont Life in Pieces, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est beaucoup l'ont comparé à Modern Family, mais ça n'a rien à voir. C'est une famille et c'est 4 parties dans l'épisode, et les 4 parties font à peu près 5 minutes, et voilà, pas plus que ça, et ça donne un rythme, et c'est ce qui manquait aux Muppets, c'est un rythme où il y a des gags et des choses qui tombent comme ils l'ont fait sur internet pendant des années, comme ils l'ont fait à la télé avant. C'est le côté sketch, c'est ça qui fonctionne avec les Muppets. Mais là l'intrigue secondaire de l'épisode que j'ai vu, c'était un atelier art plastique en fait, avec des Muppets. Oui, je vois tu me parles, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils font avec les personnages? Donc, on n'est même plus dans le côté coulisses du talk show. On n'est pas dans le côté cartoon. On est dans un truc où en fait on a un Muppet qui fait des ateliers art plastique, et tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Non, voilà. Et bon, par contre, il y a eu des moments où ça sortait un peu en dehors, parce que c'est les coulisses, donc on voit l'équipe ensemble qui essaie de faire la fête un peu après. La séquence du karaoké est juste à pleurer de rire. Mais c'est une séquence sur 16 épisodes. Et elle fait 2 minutes. Et on la trouve sur YouTube. C'est même pas la fin de l'épisode, c'est un truc coupure pub, et après on reprend sur quelque chose qui est plat. Voilà. Et c'est ça, c'est un manque de rythme, un manque d'idées, alors qu'ils ont un matériel qui est
fourmillant de possibilités, quoi. Il y a le chef suédois qu'on peut faire plein de trucs avec, il y a Animal, il y a le groupe. Non, ça part dans tous les sens, sans vraiment savoir où ils vont, quoi. C'est une bande de poules, de poules sans tête, quoi. Mais il y a des moments qui sont drôles, mais je veux dire que sur 16 épisodes, je me souviens, voilà, de deux moments, quoi. C'est quand même grave. C'est quand même grave, surtout que derrière, il y a des noms qui ont fait de la comédie depuis longtemps, et donc ils savent ce qu'ils font, mais en fait, là, non. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais c'est ça, voilà, c'est mon coup de gueule, c'est d'y avoir cru, mais jusqu'au bout, hein. Je suis limite sadomaso quand même parfois, mais là, c'est jusqu'au bout et rien. J'irai jusqu'au bout aussi, hein. Je verrai les 10 épisodes restants, même si c'est annulé, juste pour voir même pourquoi ça, malgré la deuxième chance, ça a été... Ah bah tu verras, après la deuxième chance, c'était pénible pour moi de me dire je dois regarder ça. C'est vraiment, je dois regarder, quoi. Voilà, je sais pas, Elodie, toi tu regardais pas, et je sais, Sarah, je doute, voilà, et ne regardez pas. Voilà, tout simplement, on va résumer ça comme ça. Par contre, donc ouais, j'ai glissé un petit coup de cœur comme ça, comme si de rien n'était avec Life in Pieces, et j'espère qu'il y aura une saison 2. Mais mon vrai coup de cœur de maintenant, là tout de suite, c'est House of Cards saison 4. Ah. Quelle putain de saison, voilà, je l'ai dit. C'est la saison 3 a été décriée par tout le monde. Je lui ai trouvé du charme et de l'intérêt dans le côté guerre intestine, etc. La saison 4 commence avec 3 épisodes où c'est un petit peu intimiste, on sent qu'il y a quelque chose qui va imploser. Épisodes 4 et 5, mais même, oui, ça implose, ça explose, ça fait plein de choses en Oz. Ça fait même Magicien d'Oz si on veut. Et jusqu'à la fin de la saison, ça ne s'arrête pas. Et je ne spoilerai rien, je vais juste dire ça, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, on en prend plein la gueule. Et Kevin Spacey et Robin Wright sont juste, mais alors, magnifiques dedans, ils sont juste parfaits. J'oublie les noms des personnages secondaires, mais on a beaucoup plus de vision sur eux. Justement comme Doug, l'assistant là, de Frank Underwood, et eux aussi son Mitchum, donc le garde du corps, il gagne en épaisseur justement dans cette saison, et la saison 4 c'était la dernière saison pour le créateur, et là il a fait le truc, c'est ma dernière saison, je fais le truc en fanfare, et je lui baisse mon chapeau, je lui balance le chapeau, je fais chapeau melon et bottes de cuir, tout ce qu'on veut, quoi. Non, vraiment, j'avais défendu la saison 3. C'était difficile à défendre pour certains, parce que vraiment, il y a des arguments contre. Mais là, la saison 4, si on a adoré la première saison de House of Cards, la saison 4, c'est au-dessus, quoi. Largement au-dessus. Mais qu'est-ce qui fonctionne si bien? C'est vraiment le côté manipulation? C'est vraiment le côté intrigue politique? C'est-à-dire, c'est le côté nihiliste que tu retrouves dans la première saison? C'est quoi, en fait, qui t'a tellement plu? On voit que c'est des personnes qui... il y en a qu'on ne soupçonnait pas comme ça, mais on voit des personnes qui vont rechercher le côté manipulateur en eux, ou alors il y en a qui pensent qu'ils sont complètement finis et ils ressortent de nulle part, mais juste, c'est pas invraisemblable, tout se tient très très bien de A à Z, il y a rien qui semble anormal, et on n'arrête pas d'être surpris sur le côté « Ah merde, il a fait ça !» ou oh le connard, ou vraiment limite on a envie de balancer sa télécommande quand on voit quelqu'un qui agit très très mal, parce qu'ils agissent tous très mal dedans, quoi. Il n'y en a pas un seul pour rattraper l'autre, et ils ont tous leur petit intérêt en voulant servir les autres. Ouais, et puis surtout il y a un truc qui naissait dans la saison 3 entre justement voilà Frank et sa femme, qui là, c'est difficile d'en parler parce que si on spoil, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé plus que la saison 1, mais entre deux, c'est vraiment un truc qui bout, c'est le volcan, et c'est une guerre interne et externe, ça touche tout le monde, et en même temps, c'est ce qu'on pouvait attendre aussi, c'est que il a gravi les échelons jusqu'à arriver au plus haut point, mais quand on arrive au plus haut, tout ce qu'on peut faire, c'est stagner ou se casser la figure.
La saison 3, c'était je stagne. La saison 4, c'est je me casse la figure, mais j'essaye de rattraper quand même les autres avec moi. Si je tombe, tu tombes avec moi. Donc c'est juste une saison à voir, vraiment. Niveau écriture, niveau jeu, niveau photographie, House of Cards n'a jamais été aussi beau que sur la saison 4. Voilà. Donc c'est très difficile pour moi de pas en dire plus sans spoiler. Mais, Ah bah non, spoil pas. mais je ne spoilerai pas, mais tout ce que je dis, c'est vraiment regardez-la, quoi. Absolument. Voilà. Faites, à la limite, si la saison 3, vous n'avez pas envie de la voir parce que vous avez entendu plein de trucs dessus, Netflix vous propose un résumé de 2-3 minutes juste avant la saison 4 qui se tient. Qui est largement suffisant, qui permet de rentrer directement dans le bain sans trop de difficultés. Ah bah voilà, c'est une très bonne. J'ai eu cette discussion hier soir en me demandant si je pouvais regarder la 4 sans regarder la 3. On m'a sauté à la gorge en me disant certainement pas. En fait, si, c'est ce que je vais faire. Très franchement, je peux très bien comprendre qu'on n'ait pas envie de la regarder. Après, je lui trouve beaucoup de bons points parce que elle est très très calme, elle est très posée, mais très sur deux personnages. Et c'est ça qui a emmerdé beaucoup de gens en fait. C'est que c'était vraiment que eux deux et le reste autour, on s'en fout. Mais justement après, est-ce qu'on a envie d'être à jour dans la série et ne pas peut-être s'ennuyer sur une saison? Ben oui, voilà, on peut très bien le faire. On va manquer certaines petites choses. Il y a des éléments qui étaient un peu gratuit et facile et que beaucoup n'ont pas aimé. C'est vrai que les premières images de la saison 3 ont choqué des personnes sans les choquer, mais pas choqué parce qu'il a fait ça, mais choqué dans le genre la série a utilisé ça pour choquer les gens. Je sais pas si je peux le dire en fait. Oh, tu sais. Voilà, donc en gros, les premières images, en gros, c'est Frank devenu président qui pisse sur la tombe de son père. Ah oui, d'accord. Donc, bon. C'est vrai que c'est pour beaucoup c'est facile. Et si Jérémy était là, il m'aurait sauté à la gorge pour dire bah oui c'est facile, c'est n'importe quoi. Et ok, mais dans la globalité ça se tient, Voilà, comme ça tu peux regarder la saison 4. Et ben voilà, parfait. Tu peux t'enjailler. Alors, Florian, on va essayer de te donner la parole pour les coups de cœur, coups de gueule, en espérant que ça ne plante pas trop. Mais écoute, si ça plante, enfin pas si ça plante, mais si vous m'entendez plus, vous le dites. Ouais. Moi, pour ma part, je vais essayer de me manier aussi pour les news, autant que pour les news. Donc il y a deux trucs, même il y a trois coups de cœur. Je voulais quand même placer un coup de gueule parce que c'est ce que j'ai vu exprès là ce soir. Je pensais que plus de monde l'aurait vu. Qui a vu Damien en fait? Moi. Pilote de Damien. Tu voulais pas en faire le coup de gueule ou qu'est-ce que t'as pensé? Parce que j'ai vu que tu voulais me placer en coup de gueule, donc j'ai rien dit. Mais ouais, non, j'ai pas du tout aimé Damien et pourtant j'en attendais beaucoup en fait. Alors moi, j'en attendais strictement rien parce que je ne suis personnellement pas fan de Walking Dead et j'ai eu, je pense, le nanar série de l'année. Donc je recommande en fait ce coup de gueule, ce qui est assez rarissime, tellement je me suis franchement bidonné. Je me suis franchement bidonné tellement c'était nanardos. Donc rien ne fonctionne. Enfin, là, ce qui va suivre est mon opinion très très tranchée. Ouais. Absolument rien ne fonctionne dans ce pilote, surtout son acteur qui joue donc Damien, plus ou moins un fils de l'entrée Christ, torturé apparemment par son côté antéchrist, qui est joué par un certain Bradley James, qui joue très 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 mal. Oui, mais il est torturé. Et, voilà, non mais ça se voit pas énormément. Il y a, voilà, c'est 40 minutes où les choses les plus diaboliques, ça va être la musique grégorienne qui parcourt, on va dire, un bon quart du pilote. Et mon Dieu, du Yédia. C'est ça. En fait, pour représenter le diable, en fait, il n'y a rien de mieux que de mettre un troupeau de, je crois que c'est des Rottweilers en fait. Oui, et ils sont trop mignons. Ils sont très 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 mignons
Et voilà quoi, moi je voulais leur faire des câlins. Et voilà, donc c'est des méchants Rottweilers qui se chargent de voilà, faire l'œuvre du diable. Comment dire? C'est le Cerbère. Oui, c'est des cerbères en fait, mais Oui. c'est des cerbères qui sont Version peluche. voilà, Ils sont trompés, ils ont fait Kerbers au lieu de Cerbère. C'est ça. Mais Mais je crois que le pire dans Damien, c'est l'image qui est vraiment. Ils ont essayé de faire des effets, mais dégueulasses, avec des couleurs saturées, mais on dirait, vous savez, quand vous regardez sur des chaînes de la TNT, les espèces d'émissions à la con sur les phénomènes paranormaux, et qui font des effets de négatifs, de trucs comme ça. Mais c'est exactement ce qu'ils font dans Damien, et c'est imbuvable. Génial. Non mais non seulement c'est imbuvable, il y a, enfin, même l'exposition des alliés et antagonistes se tient pas. En l'occurrence, il y a Barbara Hershey, qui est une grosse figure du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur, qui est censée donc jouer Anne Rutledge, sauf que son introduction dans le pilote ne fonctionne absolument pas. Tu sais à peine quel va être son rôle. Voilà. Même si ça n'était pas affilié à donc, la franchise Diomen Damien, et qu'il n'y avait pas eu un remake assez dégueulasse qui avait été fait il y a 10 ans, le pilote est franchement très 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 mauvais, et tellement mauvais que ça en devient très très risible. Voilà. Donc c'est un coup de gueule que je ne peux que recommander. Pour les fans de Guilty Pleasure, je vous conseille de continuer la série et même d'en rendre compte, juste pour voir l'évolution, parce que ça ne peut que s'enfoncer à partir de là. Je pense que c'est très très bien parti. Et, comme le goudron mouvant quand la fille se fait avaler vivante là. Voilà, je ne voulais pas spoiler ce moment-là, mais je pense que c'est un des meilleurs moments ça a l'air génial. Ouais, je pense que bouffé par de la mélasse. C'est ça. Les gens que certains épisodes de Constantine avaient fait marrer, je pense qu'ils vont être absolument hilar devant ce truc. Voilà. Si vous n'avez pas aimé Constantine, vous allez vraiment vous marrer devant Damien. C'est un peu comme ça que je vends. Et aussi, reste en paix à la carrière de Glenn Mazzara, qui a quand même développé ce truc pendant 2 ans. Donc tout ce résultat-là, ça valait le coup. Ça valait le coup en fait. Donc tu passes de Crash à The Walking Dead pour les premières saisons, et donc tu as porté The Walking Dead au succès public et un tout petit peu critique que tu connais, et donc tu quittes The Walking Dead pour développer cette chose-là. Je trouve que c'est un beau plantage en fait. Donc c'est pour moi, pour l'instant, c'est le pilote, le nanar pilote à battre cette année, tout simplement en 2016. Ah mais dis donc, on avait eu Love, alors là on a battu alors. Ah oui, très clairement. Ah non, ça, je pense que ça explose tous les records. Ok, très bien. Alors un petit peu de coup de cœur alors. Ouais. Il y a un coup de cœur que je vais un peu comme Love, que je vais défendre un tout petit peu mollassonnement, parce que je voulais mettre un coup de gueule et que je trouve pas si dégueulasse que ça. C'est un pilote de mid-season de ABC qui s'appelle Of Kings and Prophets, qui donc raconte l'histoire du roi Saul, et donc plus ou moins c'est son combat et sa guerre, la guerre contre les Philistins. C'est comme comme le générique de fin le mentionne à un moment, basé sur la Bible. Ça m'a beaucoup fait marrer. Oui, si vous voyez, si vous faites pause sur image à la fin, il y a marqué Based on the Bible. Ça m'a beaucoup fait marrer. C'est avec Ray Winston, qui est un acteur d'un certain cachet en roi Saul d'Israël, qui va donc tenter d'unir pas mal les dissoutes tribus d'Israël pour mener une guerre face aux Philistins. Ça ne va pas être très compliqué. Et apparemment, l'obstacle qu'il va rencontrer, ce qui est rappelé dans le pré-générique, c'est David qui est un berger, et donc apparemment la seule fonction du pilote se résume à tuer un lion. J'ai, en termes, si vous voulez, surtout dans le paysage télé actuel, passer genre 10 minutes à impliquer le téléspectateur lambda sur un berger qui va tuer un lion dans sa grotte, c'est déjà assez, je pense, osé.
Et je me disais, bon, c'est très très mal parti, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je me suis, on va dire, laissé prendre au jeu. Clairement, le marketing qui essaie de rapprocher ça de Game of Thrones se plante totalement. Donc surtout, n'écoutez pas les gens qui essaient de rapprocher ça donc aux machinations politiques de Game of Thrones, etc. Non, c'est vraiment une série d'époque avec un tout petit peu plus de gore que d'habitude. C'est quelque chose qui pourrait se retrouver sur History Channel juste après Vikings, en fait. Donc, peut-être c'est à recommander pour les fans de Vikings. Et même si il y a énormément de choses qui sont introduites dans ce pilote, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'univers visuel, j'ai beaucoup aimé la réalisation. Et finalement, je trouvais au final que ce pilote se laissait regarder et que c'était pas aussi pire que ce que j'en avais entendu. Oui, mais en même temps, t'avais regardé Damien avant, donc... Non, j'ai regardé Damien après, en fait. Ah. Donc, non, j'ai regardé ça entre hier soir et cet après-midi. Non, c'était... honnêtement, j'aime beaucoup la réalisation. J'aime bien Ray Winstone, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais la raison pour laquelle je pense qu'il faut continuer, c'est vraiment voilà quoi, toute la partie on va dire historique historique et la promesse de développer des stratégies des stratégies militaires, etc. Donc Sarah, la dernière fois, tu nous avais demandé de regarder Hit the Floor parce que pour toi, c'est ta série fétiche. C'est même pas un guilty pleasure, c'est quelque chose que tu regardes vraiment beaucoup. C'est ma série fétiche. Attends, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah si, moi je fais dire ce que je veux. J'ai dit que c'était mon guilty pleasure. Ma série fétiche n'est pas du tout Hit the Floor, mais il se trouve qu'après Grey's Anatomy, de toute façon. Ouais, Oui, et voilà, Grey's Anatomy ou Buffy. Il n'y a pas de discussion. On pourra avoir cette discussion dans 15 ans, ce sera la même chose. Oui. Mais il se trouve qu'après une journée de travail où tu as envie de regarder la télé et que ta tête a travaillé pendant 10 heures d'affilée, t'es pas forcément non plus obligé de rentrer dans une série hyper complexe, et que pour moi, Hit the Floor, c'est la série parfaite pour décompresser, puisque tu n'as besoin que d'1,5 € pour la regarder. C'est sûr que là, pendant que toi tu as travaillé avec ta tête pendant toute la journée, regarder des filles qui travaillent leur cul pendant 40 minutes... En plus, c'est bien, c'est pas du tout culpabilisant comme série. Alors le mieux, pour l'avoir souvent fait, il faut manger devant Hit the Floor. C'est le régime le plus rapide de la Terre. Ah oui, c'est sûr. Tu t'arrêtes de manger complètement. Oui, parce que bon, Hit the Floor, pour résumer, c'est une histoire assez bateau d'une fille. Sa mère était une pom-pom girl, enfin une cheerleader plutôt de basketball, voilà, donc l'équipe les Devils, si je me trompe pas. Exactement. Voilà, et donc elle, au départ, sa mère ne veut pas du tout que ça se passe, mais elle, c'est son rêve depuis qu'elle est toute petite, parce que bon, voilà, sa mère l'était, donc elle pense que c'est génial, c'est plein de petits cœurs tout roses partout. Et c'est vraiment ça, c'est le truc de je vais passer une audition, hop, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal, oh là, mystère dans le pilote. Et en gros, ouais, c'est une série qu'on pourrait voir avec Fame pour être la même chose. Je suis en train d'insulter Fame. Glee, ouais, dans un autre style. Voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est des cheerleaders de basket à Los Angeles. Il fait chaud. Il y a Dean Cain. Voilà. Il y a Dean Cain. Il y a des gros plans sur les culs quasiment tout le temps. Non, mais elle a raison de dire ça. C'est vraiment une pub pour se mettre au fitness le plus rapidement possible. C'est pour ça que c'est impossible de plonger. C'est-à-dire que c'est une pub pour c'est surtout des athlètes. De toute façon, il y a plein de moments où oui, c'est sûr que tu sois une femme ou que tu sois un homme, et à un moment donné, tu dis. Ouais, quand même. Bon, ou alors tu t'acceptes et tu t'en fous complètement. Hein. Moi, je retiendrai un moment, le truc le plus inutile de tout l'épisode, mais vraiment super inutile.
Il y a le joueur de basket, apparemment le meilleur de l'équipe, Ah ou je oui. sais pas quoi, Ah oui. qui essaye de draguer la petite nouvelle, qui, elle, s'en fout complètement. Et il insiste. Elle lui dit non, non, non. Donc c'est déjà très gênant. Et il pense Alors qu'en que enlevant bon, son ouais. t-shirt... Faut quand même être super audacieuse pour le dire non. Faut quand même le préciser pour les nanas qui n'ont pas vu la série. Bon, après, faut- chacun ses goûts, hein, encore une fois. Mais le truc, c'est que son réflexe à lui, énervé par ce nom, j'enlève mon t-shirt, je vais aller prendre une douche froide. C'est ça. Et toi, t'es là. Pff, non, Non, c'est- non. Par contre, l'autre truc que j'ai retenu parce que ça m'a choqué, c'est qu'il y a quand même le père de Donna dans That 70 Show, qui est un gros dégueulasse patron. Je sais pas si, voilà, je m'attendais pas à le voir lui. Ouais. Et au fil des saisons, puisque je le répète, je continue à Il y a regarder, 3 il y a plein de seconds rôles de Hit de Flore qui sont en fait des seconds rôles de séries. Alors, il y a plein de gens qu'on a vus. Et j'aime bien, enfin, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise sensation, et parce qu'en général, d'ailleurs, on se rappelle pas particulièrement de ces gens. On se rappelle de leur visage, on les a vus plusieurs fois dans plusieurs séries. Mais du coup, à la fin, enfin, au bout d'un moment, on connaît tout le monde. Je passe les danseuses qui, elles, sont comme j'expliquais la dernière fois, sont des danseuses pro, donc on les a jamais vues dans des séries. Non. Mais tous les seconds rôles actés, entre guillemets, sont des gens. Non, mais il faut bien Oui, dire ils sont la actés, vérité. C'est pas. C'est et puis VH1 aussi, hein. Bon. Voilà. Et puis c'est construit comme je l'expliquais, comme une télénovela. Donc il y a zéro suspense dans Hit de Flore. Mais il y a des gens beaux et moi j'aime la musique. Par ailleurs, et au-delà du fait de danser depuis plusieurs années, donc ça me fait toujours bien plaisir de regarder ça. J'adore la musique. Voilà, guilty pleasure. J'aimerais que Elodie me défende. Ouais, Elodie. Voilà. Attention que moi je casse le truc, mais je pense que je vais regarder d'autres épisodes. Disons que c'est pas le genre de choses que je regarde. C'est une série qui fait beaucoup d'économies sur les vêtements. Et ça, c'est vachement bien. quand même bien pour la. Voilà. Pour les- Mais il fait chaud à Los Angeles. Il fait C'est chaud. ça, voilà. Non, mais voilà, c'est bien de regarder un pilote. Voilà, pas plus. Ah bon, je suis le seul qui va continuer alors. On est ensemble. Ouais, Je génial. reste admirative pour la performance pour les danseuses, mais après, voilà, moi, ça me fera pas faire un régime. Je vais me taper un Big Mac devant, voilà. J'ai juste remarqué un truc, c'est que toutes celles qui dansent voilà, super bien, et il y a rien à dire, mais la fille voilà, centrale te fait tout le temps les mêmes pas de danse, Et alors. qui n'ont pas l'air du tout de Très coller dur. avec le truc. Ouais, mais elle les fait bien. Elle en connaît pas beaucoup, mais elle les fait bien. Alors c'est alors j'avais quand même creusé à l'époque où j'ai tout bouffé d'un coup. La seule qui n'est pas danseuse pro, c'est la nana aux yeux clairs qui a le rôle qui est d'un premier rôle et qui elle par contre si on regarde bien n'est pratiquement jamais à l'écran sur les scènes de danse puisque la pauvre c'est quand même très compliqué d'apprendre des chorés comme ça. Le chorégraphe qui est derrière Hit de Flore est très connu, son nom m'échappe mais bon on voit bien en regardant la série que Oui, c'est bon. pas. Il y a quand même quelqu'un qui connaît son métier. Ouais, il y a des très 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 jolis tableaux de danse Oui. et cette nana qui joue le rôle de Yelena n'est pas danseuse du tout, la pauvre. Et pendant tous les tableaux, on la voit alors qu'elle a un rôle très important dans la série. Ah oui, c'est la bitch. C'est la bitch exactement. Voilà, on va juste la résumer comme ça. Sublimissime, qui est magnifique. Elle est Et, beaucoup plus belle que la fille sur laquelle on met son intérêt, quoi, la fille de l'ancienne cheerleader, en fait. Voilà, mais Elle en s'appelle réalité, Logan Browning d'ailleurs. Pardon Juliana Howard s'appelle Logan Browning. En voilà fait. exactement. Voilà. Et, mais d'ailleurs, tu dis que c'est quand on rentre dans la série un petit peu, en fait, elles ont des rôles équivalents, enfin des parts équivalentes, puisque d'ailleurs sur l'affiche titre, sur les affiches de season première, etc., elles sont toujours toutes les deux. Donc elles ont, je pense que supposément, elles ont la même, je sais pas, la même place dans la série. C'est ça, c'est les antagonistes, donc c'est Exact. voilà, premier rôle, le bien et le mal, entre guillemets. Il me reste un épisode à regarder après qu'on ait fait ce podcast, je vous le dis. Vous savez ce que je vais faire après. Tu es donc à jour, c'est très bien. Je suis complètement on point. Et est-ce que c'est moi, ou alors là c'est mon côté graphiste qui voit ça, mais le logo de Hit the Floor, c'est la plus écriture de Spider-Man quand même. Oui, dis donc. Bah oui, c'est pas faux.
Je vais vérifier ça. Je pense que tu peux Ça- vérifier, mais je suis C'est aussi convaincu. un truc de- C'est très proche. Ça ressemble aussi à la police de Fast and Furious en fait. Ouais, Oui, exact. mais c'est l'esprit aussi, je pense. Il n'y a pas de voiture, enfin pas eu de voiture, mais Non dans mais Proximo Pilote. tu peux faire des super trucs, tu peux y mettre le feu par exemple, tu vois. Hit de fleurs. Ça, c'est- Ah ouais. Merde. Ouais, mais bon, les shorts sont bien. Euh, Les tenues, alors, les nanas, dès qu'elles sont plus sur le playground, elles sont en talons de 14. Moi, ça m'a toujours fasciné. oui. Dès qu'elles sortent du terrain, il n'y a pas un cheveu qui a bougé. J'adore ça. Ah mais non, mais elles sont parfaites tout le temps. Enfin, Mhm. c'est normal. C'est tout à fait J'adore. normal. Et là, je vois les photos promo où ils sont tous huilés, on croirait qu'ils vont tous tourner un porno. C'est magnifique. Non, mais tu sais très bien que ce sera pas un porno parce que dès qu'il y a une scène un peu de sexe, elle garde le soutien-gorge. Ah bah oui, c'est Si vrai. vous- Toutes les couvertures dans tous les sens. On voit juste les fesses de son mec, mais elle, rien. Ceci dit, ça m'avait un tout petit peu. Alors, c'est quand même une série très proprette. Bon, bah, après tout, elles sont tout le temps en sous-vêtements aussi, tout le reste de la série. Mais ça tend à avoir des scènes de cul un peu plus trashouilles. Alors, il y a toujours de la musique douce derrière, hein. Ils sont pas partis à mettre du Wu-Tang ou quoi que ce soit. C'est quand même. Voilà, c'est c'est quand même de Lana Del Rey, tu vois. Mais ça, c'est le cul classe, quoi. voilà, c'est le cul Victoria's Secret, quoi. Voilà, on n'est pas chez Brazzers, quoi. Ouais, mais les dialogues restent trash en fait, parce que bon, c'est quand même compétitif comme truc. Elles sont. Moi, je Il y trouve en que a dans le qui- pilote, déjà, c'est déjà pas mal non plus, hein, ça... Il y en a une qui est stripteaseuse. Ouais, voilà. C'est à peine Kyle. simulé voilà, que Kyle est pas du tout là pour danser. Pardon. Non, oui, moi je trouve On le ça- voit dès le pilote qu'elle est pas là pour danser du Oui, tout. voilà. Hein. D'ailleurs, bon, bah... Ouais, elle m'a gâché l'image du père de Donna dans Dancing Show maintenant, mais c'est pas grave. Mais est-ce qu'il se l'est pas gâché tout seul? Mais non, Oui, ça je pense aussi. c'est lisse dans plein de choses parce que ça parle du rêve américain, d'être cheerleader. Parce qu'une fois, je répète ça, mais il y a une autre série sur les cheerleaders dont le nom m'échappe et j'arrive pas à la. L4. L4, c'est sûr? Ouais. Ça, je vois la C'est une série de la CW. Et t'avais Annalyn McCord qui était blonde, tu sais, avec Exact. machin qui était là. Ouais. Il y en a Alors pas 36 là sur ces derniers temps. Voilà. Alors, moi, que j'avais regardé aussi. Et puis, alors, tu vois, je suis contente que tu m'aies redonné le nom parce que j'avais oublié le nom. Et du coup, je sais pas si ça a continué ou pas. Non, ça a été c'est annulé terminé. après une saison. Ouais. Ah, toujours les séries que j'aime sont annulées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, faut pas oublier quand même que c'est un réel sport d'être pom-pom girl aux États-Unis. Ça permet d'avoir des bourses. C'est un milieu où les nanas se tirent dans les pattes sans faire de mauvais jeu de mots. Parce que. Attends, c'est pas là-dessus qu'il y a mauvais jeu de mots. Moi, j'ai réagi sur bourse, mais je suis désolé. On peut rien faire, on peut rien dire. On est plus chez soi. Bon, oui, sinon, non, Et voilà, c'est pas un milieu si lisse que ça, c'est vraiment c'est justement le milieu parfait pour ce genre de presque soap. Absolument. Bah oui, c'est vraiment le coup de on se tire dans les pattes tout le temps, et voilà, c'est le royaume des coups de pute, quoi. Voilà, parce que les petites filles américaines qui deviennent cheerleaders professionnelles sont conditionnées depuis qu'elles sont vraiment toutes gamines. Elles commencent à faire de la danse très très jeunes et arriver au moment où elles doivent passer international ou professionnel, donc ou même de décrocher une place en université à 18 ans. Elles peuvent vraiment pas se permettre. Et d'ailleurs, le salaire le justifie souvent par la suite. Elles peuvent pas se permettre de laisser leur place. Et Hit de Flore le montre pas très bien pour le coup, puisque les nanas sont déjà pros et qu'on a l'impression qu'elles gagnent des milliers et des cents alors que c'est pas la réalité. Mais le côté bitchy est bien représenté en revanche. Ça, c'est clair. Je pense que c'est peut-être très pour ça que j'aurais envie de continuer, c'est pour le côté bitchy, en fait. Et pas du tout pour les filles. Pas du tout. Oh, je vais pas mentir, hein, faut déconner non plus. Mais je pense que niveau réalisation, ils sont bien amusés aussi, hein, parce que les gros plans, ça y va quand même très souvent. Et là, au niveau musical, ça colle bien, ouais. Ouais, dans les saisons, dans la première saison en tout cas, où ils avaient l'air d'avoir un budget à exploser, il y a quand même pas mal de guests. Moi, la musique me plaît beaucoup. Et depuis la saison 2, il n'y a plus rien, il n'y a plus de budget, c'est ça, tu es en train de me dire? Je dis pas qu'il y a plus de budget parce que, a priori, si, c'est toujours,
Enfin, moi j'aime l'image, j'aime la réal, j'aime tout ça, mais c'est vrai qu'il y a moins de guests. Alors peut-être parce qu'il y a plus d'intrigues, tu sais, très machiavélique. Et puis t'as pas besoin de lancer la série, c'est déjà fait. Donc, voilà. Ouais, ok. Bon, mais voilà. Bon, finalement. Je suis dithyrambique, mais une fois encore. Non, mais je comprends mieux ce que tu trouves dans la série. Et après, moi je dis, je vais sûrement en regarder d'autres, je sais pas quand, parce qu'il y a plein d'autres choses, mais il y aura pas de souci où je me dis, tiens, j'ai rien à regarder, je vais regarder ça. Quoi. Voilà, ça fait complètement ce job-là, et c'est. Voilà. Ça fait bouche-trou. Bon. C'est pas terrible pour terminer. Non, je vais pas relancer le truc, tout le monde a bien compris pourquoi je regardais ça. Oui, je comprends bien. Moi, j'apprécie me détendre le cerveau. J'ai pas forcément envie le soir de me lancer dans une espèce d'intrigue de série. Voilà, il y en a plein des très bonnes séries qui font qui font réfléchir. Il y a des soirs où j'ai pas envie. Ouais, oui. Ça se comprend très très bien. Alors. Welcome back to the Tonight Show, everybody. I'm Steve Higgins, and we are about to play Pop Quiz. On va passer au quiz. Toujours le même système. Donc, 3 questions. La troisième, c'est Super Banco. Et celui où celle qui gagne impose un pilote à regarder pour la fois prochaine, donc dans 2 semaines. Et on va commencer tout de suite. Et n'oubliez pas de donner votre prénom quand vous répondez, sinon je pense que je peux vous reconnaître, mais malgré tout, ça permet d'arrêter les réponses un peu dans tous les sens. On va commencer par une question très très simple. Où se déroule l'action de la série Magnum? Florian. Oui, Florian. Hawaï. C'était quand même assez facile. Hein. En même temps, avec les chemises de notre bon vieux Magnum. Tom Selleck avec voilà. Légendaire. Série que j'aime beaucoup. Enfin, c'est le genre de série où moi je pourrais me refaire des intégrales sans problème. Ça passe toujours très bien. La moustache, tout ça. Ah oui, c'est surtout la moustache. C'est surtout la moustache. Ah bah oui. Et la Ferrari. Ouais. Non, il y a les petits chiens. Ah oui, aussi. De Higgins. Alors, attention, deuxième question. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Quel lycéen a mis au point la méthode de la synchronisation des montres? Sarah. Oui. Parker Lewis. Très bien. Attention, une égalité. Attention. Oui. Attention, on a une égalité. Durant quel siècle se déroule l'action de la petite maison dans la prairie? Florian. Oui. 19e. Et j'ai une oui. C'est ça? C'est le 19e siècle. Oh putain. T'as failli changer de réponse alors que t'avais bon. Hein. Ouais. Alors là, c'était la Super Banco, donc c'est Florian, cette fois-ci, qui choisit la série, qui nous impose la série. Et j'espère que t'as réfléchi à quelque chose. Pas du tout. Non, enfin, tu sais qu'en fait, j'ai qu'une neurone et demie, donc j'arrive jamais à réfléchir à ce genre de choses. Et oui. Donc j'impose celle que j'ai de réserve? Non, pas du tout. Je vais vous imposer quelque chose qui ne soit pas un supplice, en fait. En l'occurrence, peut-être ça va vous demander. Enfin, je vais vraiment vous imposer un truc parce que je suis curieux une série où je suis curieux peut-être de voir vos réactions. En l'occurrence, c'est vraiment au pifomètre. Le pilote de Playing House, en fait, qui est une série qui a été renouvelée récemment pour une 3e saison par USA Network, qui est avec le duo Lennon Parham et Jessica Sinclair, qui est pour moi une série qui est vachement sympa, et je pense que je suis assez curieux de voir un tout petit peu ce que vous pensez du pilote de la série de Playing House. Alors Playing House, ok, bah je note. Là je m'attendais vraiment pas à ça. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Ah oui, mais je vois le pitch, effectivement. J'ai fait des news il y a pas longtemps. Oui, ça peut être sympa, effectivement. Ça peut être moins difficile que ce que j'avais prévu. Enfin, quoique. Et puis c'est 20 minutes surtout. Ah oui, c'est très bien, ça 20 minutes. C'est très très bien. Moi j'avais prévu Dawson, je vous le dis tout de suite. Merci d'avoir gagné. Ah ouais. Dawson, c'était déjà un supplice, le pilote la première fois.
Eh oui. Et là, j'aurais demandé le pilote en allemand. Sous-titré espagnol. Allez, hop, C'était mieux qu'en japonais. Ou alors le pilote de Dawson avec atelier en fond sonore. Ah, j'avais déjà oublié. Je l'ai gardé quand même en tête pour pouvoir vous en parler, mais ça s'est effacé illico de mon cerveau après vous en avoir parlé. Donc évitez de dire ce mot en ma présence dorénavant. Parce que ça pourrait... Je pense qu'on va t'envoyer des gifs animés sur Twitter d'atelier, ça va être génial. Le vieux trauma qui reste toute la vie, qui nécessite de faire une thérapie derrière. C'est ça, à coup de Hit the Floor. En tout cas, merci encore une fois d'avoir répondu présent à l'appel de Monsieur Série and Friends. Je pense ici ça a duré 2 heures à peu près. Je m'excuse d'avance pour les problèmes techniques. Je pense que ce sont les problèmes de Skype. Merci à Florian d'avoir été là. Et merci à toi de m'avoir invité. Voilà. T'as l'air triste. C'est de ma faute. Merci Sarah. Encore une fois, toi qui pensais que ça allait durer 1h30, bon, on est plus proche d'1h30 que de 3 heures. Oui, vu comme ça, effectivement, oui. Oh, avec un petit peu de coupe. Plein. Voilà. Et merci à vous, merci à toi de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. Et alors, le meuble, comme elle s'est appelée, celle qui fait partie des meubles. Elodie, merci vraiment d'être fidèle au poste. Merci à toi. Et alors, on finit par le mot de la fin, un seul mot. Est-ce que ça va être encore un fromage cette fois-ci? Suspense. Ah, c'est ton mot? Pourquoi pas, allez, suspense. Sarah? Néon. Ok. Florian? Panna cotta. Panna cotta. Oui, ça reste un peu de fromage, c'est pas mal. Voilà. Moi, je dirais... Passer au dessert. De quoi? Passons au dessert. Passer au dessert, c'est pour ça, panna cotta. Et moi, je dirais goyave. Voilà, je sais pas pourquoi. Merci et à la prochaine. Par jour, en fait. C'est ça, 5 fruits et légumes par jour, mais que de la goyave. Exactement. Comme Chantal Goyave. Oh là là. Bon. Et bien voilà, c'était ça le mot de la fin, Chantal Goyave. Chantal Goyave. Merci et à la prochaine pour le numéro 11 en espérant moins de conneries. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster activity here, Houston. It just went offline. Oh, there's another master alarm, Houston. I'm checking the quad. Christ, that was no repress valve. Maybe it's in quad C. We've got a computer restart. I'm gonna reconfigure the RCS. We've got a When these ping light. things fire, it doesn't make any sense. We've got multiple caution and warning, Houston. We've got a reset, restart. All right, I'm going to SDS.